Quand mon mari m'a quitté lors de notre réception de mariage pour une femme plus jeune, j'ai cru que mon monde s'écroulait. 2 ans plus tard, j'ai découvert que son ex-petite amie était tout ce que mon ex-mari n'était pas. L'invitation de mariage que j'ai remise en main propre à mon ex n'était que le début de la plus douce des revanches. Le lustre en cristal de la grande salle de bal de l'hôtel Roosevelt projetait des ombres dansantes sur le sol en marbre alors que je restais figé, regardant mon mari depuis 8 ans ranger ses affaires dans une valise en cuir. La même valise que nous avions utilisée pour notre lune de miel en Toscane, maintenant remplie de ses costumes de créateur et de son parfum cher. Tout ce qui l'aiderait à commencer sa nouvelle vie avec Camilla. Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné car demain, j'ai gardé quelque chose de très spécial pour vous. Tu n'es pas obligé de faire ça ce soir, ai-je murmuré, ma voix à peine audible par-dessus le bruit des fermetures éclairs et des tiroirs qui claquaient. On peut en parler demain, quand nous serons tous les deux plus calmes. Arthur n'a pas levé les yeux de sa cravate de la Harvard Business School qu'il pliait, celle que je lui avais offerte pour notre 5e anniversaire. Amélia, on a assez parlé. J'ai pris ma décision. La façon désinvolte dont il a dit mon nom, comme si j'étais une collègue qu'il renvoyait d'une réunion, m'a glacé le sang. C'était le même homme qui murmurait mon nom comme une prière lors de nos rituels du café du dimanche matin, qui traçait les lettres Amelia sur mon dos quand il pensait que je dormais. 8 ans, Arthur. 8 ans à construire une vie ensemble, et tu jettes tout ça pour une fille qui était probablement au lycée quand on s'est marié. Il a finalement arrêté de faire ses valises et s'est tourné vers moi, ses yeux gris acier ne contenant aucune de la chaleur dont j'étais tombé amoureuse pendant nos études à Columbia. Camilla me fait me sentir à nouveau vivant. Elle est passionnée, spontanée, tout ce que nous étions avant de nous retrouver piégés dans cette routine. Le mot « routine » m'a frappé comme un coup physique. Notre vie n'était pas une routine. Elle était stable, confortable, réussie. Nous possédions une maison en grès brun dans le Upper East Side d'une valeur de 3 millions de dollars. J'étais directrice marketing senior chez Morrison & Associates, l'une des agences de publicité les plus prestigieuses de Manhattan. Arthur avait bâti son cabinet de conseil en architecture à partir de rien pour en faire une entreprise qui concevait des gratte-ciel sur 3 continents. Routine, ai-je ri amèrement, en désignant notre chambre principale avec ses meubles italiens sur mesure et un monnet original accroché au-dessus de la cheminée. Tu veux dire la routine de construire un empire ensemble? La routine de se soutenir mutuellement à travers chaque succès et chaque échec. Tu ne comprends pas, dit Arthur, sa voix prenant ce ton condescendant qu'il utilisait avec les clients difficiles. Camilla et moi avons quelque chose de spécial. Elle me voit pour qui je suis vraiment, pas seulement l'homme d'affaires prospère que tout le monde attend que je sois. J'avais envie de crier que je l'avais vu au pire de sa forme. Quand son père est mort et qu'il ne pouvait pas sortir du lit pendant une semaine, quand sa première entreprise a échoué et qu'il a pleuré dans mes bras en se sentant comme un échec. Je lui avais tenu la tête pendant qu'il était malade d'une intoxication alimentaire lors de notre voyage d'anniversaire à Paris. J'avais célébré chaque promotion, chaque récompense, chaque moment de triomphe à ses côtés. Mais Camilla, une stagiaire en architecture de 22 ans aux cheveux blonds platine et aux jambes interminables, elle voyait le vrai lui après 3 mois de réunion l'après-midi qui était censé porter sur le mentorat du personnel junior. Quand est-ce que ça a commencé, ai-je demandé, surprise de la stabilité de ma voix. Quand as-tu décidé que notre mariage ne signifiait plus rien? Arthur a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise un instant. Ce n'était pas prévu, Amélia. C'est juste arrivé. Parfois, les gens s'éloignent. Les gens ne s'éloignent pas, Arthur. Les gens font des choix. Tu as choisi de prendre un café avec elle après le travail. Tu as choisi de l'emmener à cette conférence à Chicago. Tu as choisi de répondre à ses appels à minuit et de me dire que c'était des urgences professionnelles. La vérité, c'est que je savais que quelque chose n'allait pas depuis des mois. Arthur avait commencé à travailler tard plus fréquemment, était devenu secret avec son téléphone, avait cessé d'initier nos plans habituels du week-end. Quand j'avais suggéré une thérapie de couple, il l'avait rejeté comme un drame inutile. Quand j'avais organisé un week-end surprise pour notre anniversaire, il avait prétendu être trop occupé avec le projet Peterson, le même projet sur lequel Camilla était censée l'assister. La confirmation finale était venue il y a 3 jours, quand je m'étais arrêté à son bureau pour lui apporter le déjeuner, pour trouver sa secrétaire bafouillant des excuses sur la raison pour laquelle Arthur n'était pas disponible, alors que je pouvais clairement entendre le rire d'une jeune femme venant de derrière sa porte fermée. Ce soir-là,
j'ai vérifié nos relevés de carte de crédit et j'ai trouvé des frais pour des restaurants où je n'étais jamais allé, des achats de bijoux que je n'avais jamais reçus, et une chambre d'hôtel réservée pendant la conférence de Chicago, une conférence qui, j'ai appris plus tard, avait été annulée à cause du temps. J'ai déjà signé un bail pour un appartement en ville, continua Arthur, fermant sa valise avec un air de finalité. Camilla et moi allons voyager un peu, peut-être passer quelques mois en Europe avant de nous installer. Avec mon argent, dis-je doucement. Avec l'argent que j'ai investi dans ton entreprise quand tu avais du mal à payer le loyer de ce minuscule bureau à Brooklyn. Nos avocats régleront les détails financiers, répondit-il avec dédain, comme si notre partenariat de 8 ans n'était qu'une transaction commerciale à dissoudre. Je l'ai regardé rassembler ses derniers effets personnels, sa collection de montres de luxe, la balle de baseball signée par Derek Jeté que j'avais traquée pour son 30e anniversaire, la photo encadrée de ses parents que j'avais restaurée après qu'elle ait été endommagée par une inondation. Chaque objet semblait être une autre pièce de notre histoire commune qui s'effaçait. « L'aimes-tu » ai-je demandé alors qu'il se dirigeait vers la porte de la chambre. Arthur s'est arrêté, la main sur le cadre de la porte. Un instant, j'ai cru voir une lueur de l'homme que j'avais épousé. Incertain, vulnérable, humain. Mais elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Oui, dit-il simplement. Je l'aime d'une manière dont je ne t'ai jamais aimé. Ces mots allaient résonner dans mon esprit pendant des mois, chaque répétition comme un couteau s'enfonçant plus profondément dans ma poitrine. Pas seulement qu'il l'aimait, mais qu'il ne m'avait jamais vraiment aimé. Pas comme je l'avais aimé. Pas comme je croyais qu'il m'aimait. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer avec un clic doux qui semblait résonner dans notre maison vide. 8 ans de mariage, réduit au bruit d'une porte qui se ferme. Je me suis laissé tomber sur notre lit king size, encore des faits du matin où tout était normal, où je l'avais embrassé en lui disant au revoir et que je l'aimais, où je croyais encore que l'amour suffisait. Le silence dans la maison était assourdissant. Plus d'appels téléphoniques tardifs d'Arthur avec des clients internationaux. Plus de musique jazz provenant de son bureau. Plus de bruit de sa clé dans la serrure, signalant la fin d'une autre journée que nous avions navigué ensemble. J'avais 32 ans, j'étais une femme qui avait réussi, financièrement stable, et complètement, totalement seule. Dehors, par la fenêtre de notre chambre, Manhattan continuait son rythme implacable. Des millions de personnes vivant leur vie alors que la mienne venait d'imploser. Quelque part à travers la ville, Arthur aidait probablement Camilla à déballer ses affaires dans leur nouvel appartement, lui racontant à quel point il avait été courageux de quitter enfin son mariage, à quel point il se sentait libre maintenant qu'il pouvait être lui-même. Je n'avais aucune idée que ce moment, assise seule sur mon lit conjugal, ayant l'impression que mon monde s'était écroulé, serait en fait le début du chapitre le plus satisfaisant de ma vie. J'ai rencontré Arthur pendant la première semaine du programme conjoint MBA Architecture de l'Université de Columbia, à l'époque où je croyais encore que les histoires d'amour se déroulaient comme dans les films. C'était en septembre 2014, j'avais 24 ans, un diplôme de premier cycle en marketing de NYU et des rêves de révolutionner l'industrie de la publicité. Le programme était conçu pour les étudiants poursuivant une double expertise, de futurs architectes qui comprenaient les affaires, et de futurs chefs d'entreprise qui comprenaient le design. Seuls 30 étudiants étaient acceptés chaque année, ce qui en faisait l'un des programmes les plus compétitifs de la côte est. Arthur s'est immédiatement démarqué, non seulement parce qu'il était incroyablement beau avec ses cheveux sombres et ses yeux gris perçants, mais parce qu'il se comportait avec une confiance qui semblait presque magnétique. Tandis que le reste d'entre nous se présentait nerveusement lors de l'orientation, Arthur parlait de sa thèse de premier cycle sur le développement urbain durable comme s'il dirigeait déjà l'entreprise qu'il prévoyait de construire. Je veux concevoir des bâtiments qui ne se contentent pas d'abriter des gens, mais qui transforment les communautés, avait-il dit lors de notre première discussion de projet de groupe. L'architecture devrait consister à créer un héritage, pas seulement à remplir l'espace. J'ai été impressionné par sa vision, mais ce qui m'a attiré vers lui, c'est le moment où je l'ai surpris après les cours, cherchant frénétiquement dans son sac à dos avec une panique croissante. « Tout va bien ?» avais-je demandé, en le regardant vider le contenu de son sac sur un banc dans la cour. « Je ne trouve pas mon stylo porte-bonheur » a-t-il admis timidement. Je sais que ça a l'air stupide, mais c'était celui de mon grand-père. Il l'a utilisé pour concevoir son premier bâtiment dans les années 1960. La façade confiante s'était juste assez fissurée pour révéler quelque chose de vulnérable en dessous. Je l'ai aidé à chercher parmi ses cahiers et manuels éparpillés jusqu'à ce que nous trouvions le stylo plume en argent vintage coincé entre les pages de son manuel de théorie du design. « Merci » avait-il dit, son soulagement sincère.
J'aurais raté l'examen de mi-session sans ça. Ce n'est qu'un stylo, ai-je taquiné gentiment. Ce n'est pas juste un stylo, a-t-il corrigé, en le plaçant soigneusement dans la poche de sa chemise. C'est un rappel que les grandes choses commencent avec des outils simples et de grands rêves. Cette conversation a mené à un café, qui a mené à des séances d'études, qui ont mené à de longues promenades dans Central Park, où Arthur me montrait des détails architecturaux que je n'avais jamais remarqués. La façon dont la façade de l'hôtel Plaza captait la lumière du soir. Comment le design de la fontaine Bethesda créait une résonance acoustique parfaite. Notre premier vrai rendez-vous était dans un minuscule restaurant italien de Little Italy, où Arthur dessinait des plans de bâtiments sur des serviettes en papier, pendant que je lui parlais de mes projets de créer un jour ma propre agence de publicité. Nous avons parlé jusqu'à ce que le restaurant ferme autour de nous, la conversation s'écoulant aussi naturellement que la respiration. Tu vois des possibilités là où d'autres voient des problèmes, avait observé Arthur, en étudiant une serviette où j'avais dessiné mes idées pour une campagne marketing ciblant les cabinets d'architecture durable. Ça va te rendre dangereuse, de la meilleure façon possible. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Cela compte beaucoup pour nous. Maintenant, retour à l'histoire. Aux vacances de Thanksgiving, nous étions inséparables. Arthur est venu avec moi rencontrer mes parents dans leur modeste maison du New Jersey, charmant ma mère par son intérêt sincère pour la conception de son jardin et impressionnant mon père en posant des questions réfléchies sur son travail d'ingénieur civil. Il est différent des garçons avec qui tu sors d'habitude, m'avait murmuré ma mère pendant que nous préparions le dîner. Il te regarde comme si tu étais la personne la plus intéressante de la pièce. Elle avait raison. Arthur avait une façon de me faire sentir comme si j'étais la seule femme au monde quand il fixait ses yeux gris sur moi. Il se souvenait de tout. Comment j'aimais mon café, que j'étais allergique aux fruits de mer, que j'étais nerveuse avant les présentations et que j'avais besoin d'exactement 7 minutes de silence complet pour me recentrer. Notre deuxième année d'études supérieures, nous avons commencé à parler sérieusement de l'avenir. Arthur avait été accepté pour un stage prestigieux chez Foster Plus Partners à Londres, tandis que j'avais reçu une offre d'une agence de publicité de niche à Manhattan. On s'arrangera, avait dit Arthur, en me serrant dans ses bras dans son minuscule studio. 1 an à distance, et ensuite nous serons de retour dans la même ville, à construire notre empire. La relation à distance a été plus difficile que ce que nous avions prévu, mais elle a aussi prouvé la solidité de nos fondations. Arthur m'appelait tous les matins de Londres, calculant le décalage horaire pour pouvoir me souhaiter bonne chance avant des présentations importantes à des clients. Je restais éveillé tard pour discuter avec lui en vidéo pendant le dîner, partageant les détails de ma journée pendant qu'il me montrait des croquis des bâtiments qu'il aidait à concevoir. Quand il est revenu à New York en juin 2017, Arthur avait changé. L'année à Londres lui avait donné une sophistication et une connaissance du monde qui le rendaient encore plus attirant. Il avait appris à apprécier le bon vin, pouvait recommander les meilleurs restaurants de n'importe quel quartier et avait noué des liens avec certains des architectes les plus influents du monde. Tu m'as manqué chaque jour, avait-il dit en venant me chercher à mon appartement dans une BMW noire qu'il avait somehow acquise pendant son absence. Mais être séparé m'a fait réaliser à quel point ce que nous avons est rare. Il m'a demandé en mariage ce Noël-là, pendant une tempête de neige qui avait recouvert Central Park d'un blanc immaculé. Nous marchions sur le même chemin où il me montrait des détails architecturaux pendant nos études, quand il s'est soudainement arrêté près du beau bridge et s'est agenouillé. Amelia Rodriguez, avait-il dit, sa voix stable malgré la neige qui tombait autour de nous. Tu as été ma partenaire dans tout ce qui compte. Veux-tu m'épouser et rendre cela officiel? La bague était parfaite. Un solitaire classique avec un diamant qui captait la lumière des lampadaires vintage du parc. Mais ce qui a rendu le moment parfait, ce n'était pas la bague ou le cadre romantique. C'était la certitude dans les yeux d'Arthur, la façon dont il avait planifié la demande autour d'un lieu qui avait une signification pour notre relation, plutôt que de simplement choisir un endroit impressionnant. Notre mariage en juin 2018 a été tout ce dont nous rêvions, élégant mais pas ostentatoire, organisé au Jardin botanique de New York avec 150 de nos amis et membres de notre famille les plus proches. Arthur avait insisté pour écrire ses propres vœux. Et je me souviens encore de sa voix qui s'est légèrement brisée quand il a promis de construire une vie avec toi qui soit plus belle que n'importe quelle structure que je pourrais jamais concevoir. Pendant 4 ans, cette promesse a tenu. Nous avons acheté notre maison en grès brun. J'ai été promue directrice principale chez Morrison & Associates et le cabinet d'Arthur, Thompson Design Collective, a commencé à remporter des prix et des clients de premier plan.
Nous avons voyagé ensemble, organisé des dîners, soutenu nos carrières respectives et parlé de fonder une famille une fois que nous serions professionnellement établis. Je pensais que nous construisions quelque chose de permanent, quelque chose qui durerait. Je n'avais aucune idée qu'Arthur planifiait déjà la démolition. Les 3 premières années de notre mariage donnaient l'impression de vivre dans un fil Instagram parfaitement organisé, sauf que c'était réel. Arthur et moi avions développé des rythmes et des traditions qui faisaient de notre maison en grès brun le centre de l'univers, du moins de notre univers. Chaque dimanche matin, Arthur se levait tôt pour acheter des bagels fraîches et Russ et Docteur pendant que je préparais notre installation élaborée pour le café. Il revenait avec le Sunday Times sous le bras et toutes les pâtisseries de saison qui lui avaient tapé dans l'œil, et nous passions des heures dans notre cuisine ensoleillée, à nous lire des sections à voix haute et à planifier la semaine à venir. « Écoute ça », disait Arthur, ajustant ses lunettes de lecture en trouvant un article sur l'architecture durable ou l'urbanisme. Il me lisait des articles entiers sur les initiatives de construction écologique pendant que je me faisais les ongles ou que je répondais à des emails, sa voix s'animant chaque fois qu'il rencontrait une idée qui l'excitait. Ces dimanches matins étaient sacrés. Peu importe à quel point nos carrières devenaient chargées, peu importe les obligations sociales qui remplissaient notre calendrier, nous protégions ce temps comme si c'était de l'oxygène. La maison elle-même est devenue notre chef-d'œuvre commun. Arthur s'est occupé des rénovations structurelles avec la précision de quelqu'un qui comprenait les murs porteurs et le flux de lumière optimal, tandis que je gérais la décoration intérieure avec un œil pour la couleur et la texture qui impressionnait même ses clients les plus sophistiqués. « Tu aurais dû être décoratrice d'intérieur », plaisantait Arthur quand des amis complimentaient notre espace de vie. La façon dont tu as assemblé ce mur de galerie dans le couloir est du pur génie. Il n'était pas seulement poli. J'avais passé des semaines à arranger et réarranger une collection de photographies anciennes, d'estampes d'art moderne et de dessins d'architecture pour créer quelque chose qui racontait l'histoire de notre relation. Arthur avait encadré les croquis originaux des bâtiments de son grand-père à côté de photos de nos voyages, créant un récit visuel que les invités s'arrêtaient toujours pour étudier. Nos dîners sont devenus légendaires dans notre cercle d'amis. Arthur concevait des menus élaborés inspirés de nos derniers voyages. Cuisine française après notre voyage d'anniversaire en Provence, plats italiens authentiques après une réunion de clients à Milan, repas d'inspiration japonaise après que son cabinet eut remporté un contrat pour la conception d'un centre culturel à Tokyo. Je m'occupais des listes d'invités et des plans de table avec la même pensée stratégique que j'appliquais aux campagnes marketing. Karen, la femme de l'associé d'Arthur, était toujours assise à côté de mon collègue Howard de Morrison & Associates car ils aimaient tous les deux discuter d'histoire de l'art. Hélène, ma colocataire d'université qui travaillait comme conservatrice de musée, était placée en face du nouveau client fascinant d'Arthur, quel qu'il soit. « Tu orchestres ces soirées comme un chef d'orchestre », me chuchotait Arthur pendant le dessert, regardant nos invités engagés dans des conversations animées autour de notre table à manger en acajou restauré. Tout le monde repart d'ici en ayant l'impression d'avoir noué de nouvelles relations. Ces soirées n'étaient pas seulement des événements sociaux. C'étaient des investissements dans notre avenir commun. Arthur décrochait de nouveaux clients après que des architectes aient rencontré des collaborateurs potentiels à notre table. J'ai développé des relations d'affaires qui ont mené à d'importants contrats publicitaires. Nous construisions plus qu'un mariage. Nous créions une dynamique de couple puissant qui ouvrait des portes que ni l'un ni l'autre n'aurait pu franchir seul. L'entreprise d'Arthur a connu une croissance exponentielle pendant ces années, en partie grâce à son talent, mais aussi à la manière dont nous nous présentions en équipe. J'assistais à ses présentations clients, non pas comme une décoration, mais comme une partenaire stratégique qui comprenait comment commercialiser des concepts architecturaux auprès d'investisseurs hésitants. Amélia a le don de traduire la vision du design en un langage que les non-architectes comprennent, disait Arthur aux clients potentiels lors de nos réunions soigneusement chorégraphiées. C'est grâce à elle que nos projets sont approuvés par des conseils d'administration qui pensent généralement que moderne signifie cher et risqué. Ce n'était pas de la flatterie, c'était vrai. J'ai développé une spécialité en aidant le cabinet d'Arthur à obtenir des contrats en créant des supports de présentation qui montraient aux clients potentiels exactement comment un nouveau bâtiment aurait un impact sur leurs résultats nets, leur réputation communautaire et la valeur à long terme de leur propriété. Quand Thomson Design Collective a remporté le contrat pour la conception du nouveau siège d'une grande entreprise de technologie en 2020, Arthur a insisté pour que je sois répertorié comme partenaire consultante dans le communiqué de presse. Ce succès nous appartient à tous les deux, avait-il dit en me serrant dans ses bras alors que nous lisions l'annonce dans Architectural Digest. Tu n'es pas seulement ma femme, Amélia. Tu es mon arme secrète. La même année, Morrison & Associates m'a promu directrice principale,
faisant de moi la plus jeune personne à avoir jamais occupé ce poste au sein du cabinet. Arthur a organisé une fête surprise chez nous pour célébrer, invitant tout le monde, de mes professeurs d'université à mes collègues actuels. À Amélia, avait-il porté un toast, levant une coupe de champagne dans notre salon bondé de gens qui comptaient pour moi, qui prouvent chaque jour que le génie et la beauté ne sont pas mutuellement exclusifs. Nous avons commencé à parler sérieusement d'enfants vers notre 4e anniversaire. Pas de la manière vague, un jour, de nos années de fréquentation, mais avec des délais concrets et des considérations pratiques. Je veux que nos enfants grandissent dans cette maison, disait Arthur, debout dans ce que nous avions désigné comme la future chambre d'enfants. Je veux qu'ils aient des bagels le dimanche matin et des dîners où ils apprendront à parler aux adultes de choses intéressantes. Il avait déjà commencé à esquisser des idées pour convertir le 3e étage en salle de jeu, avec des étagères intégrées et un coin lecture positionné pour capter la lumière de l'après-midi. J'avais commencé à rechercher les meilleurs pédiatres de notre quartier et à calculer comment le congé de maternité affecterait ma trajectoire de carrière. 2 ans, avons-nous décidé ensemble. 2 ans de plus pour consolider nos carrières, et ensuite nous commencerons à essayer. Arthur a même commencé à refuser des projets nécessitant de nombreux déplacements, privilégiant les contrats locaux qui ne l'obligeraient pas à passer des semaines loin de la maison. Je veux être présent pour tout, m'a-t-il dit un soir alors que nous planifions notre 5e voyage d'anniversaire. Je ne veux pas être le père qui manque les pièces de théâtre de l'école parce qu'il est à Dubaï en train de regarder des chantiers. L'avenir semblait si certain, si soigneusement planifié et magnifiquement conçu. Nous avions des plans pour tout, l'expansion de l'entreprise, la planification familiale, même les rénovations que nous ferions une fois que les enfants rendraient notre configuration actuelle peu pratique. Ce que je n'ai pas réalisé, c'est que pendant que je planifiais notre avenir, Arthur se demandait déjà s'il voulait en faire partie. Les fondations que je pensais que nous avions construites ensemble étaient apparemment moins solides que je ne le croyais. Notre 5e anniversaire de mariage, en juin 2023, devait être une célébration de tout ce que nous avions accompli ensemble. Arthur venait de faire la couverture du magazine architectural Review en tant que l'un des 30 de moins de 35 ans, l'avenir du design américain, tandis que j'avais lancé avec succès la première campagne axée sur la durabilité de Morrison & Associates, qui avait déjà attiré 3 clients majeurs à la recherche de stratégies marketing respectueuses de l'environnement. Nous sommes inarrêtables, avait dit Arthur ce matin-là, en m'apportant le café au lit avec les 2 magazines qui présentaient nos réalisations respectives. Regarde ce que nous avons construit, M. Il ne m'appelait, M, que dans nos moments les plus intimes, et entendre ce surnom, entouré de preuves tangibles de notre succès, me semblait être la confirmation que nous vivions la meilleure vie possible. La fête d'anniversaire était l'idée d'Arthur. Faisons quelque chose de plus grand que nos dîners habituels, avait-il suggéré 6 semaines plus tôt. 5 ans méritent une vraie célébration. Nous avons loué la terrasse sur le toit du Metropolitan Museum of Art, le même lieu où nous avions assisté à un gala de charité lors de notre 2e année de mariage et où nous nous étions chuchotés que nous organiserions notre propre événement là-bas un jour. Arthur s'est occupé des arrangements de restauration avec son attention habituelle aux détails, tandis que je gérais la liste des invités et la coordination avec les fournisseurs. 85 personnes, avais-je dit à Arthur alors que nous finalisions les RSVP, y compris tes parents qui viennent de Chicago et mes amis d'université de Boston. Parfait, avait-il répondu en examinant le plan de table que j'avais créé. Je veux que tous ceux qui comptent pour nous voient jusqu'où nous sommes arrivés. Le soir de la fête était impeccable. Manhattan s'étendait en dessous de nous dans la lumière de l'heure dorée, l'horizon de la ville offrant une toile de fond qui semblait conçue spécifiquement pour notre célébration. Arthur avait choisi une palette de couleurs bleu marine profond et or qui complétait l'architecture du musée, tandis que j'avais arrangé un quatuor à cordes dont la musique était sophistiquée sans être guindée. Arthur était incroyablement beau dans son costume bleu marine sur mesure, celui qu'il s'était fait faire à Londres lors d'un récent voyage d'affaires. Je portais une robe en soie dorée qu'il m'avait aidé à choisir, et les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère qui avait été quelque chose d'emprunté, à notre mariage. Tu ressembles à une déesse, a chuchoté Arthur alors que les invités commençaient à arriver, sa main possessivement posée sur le creux de mon dos. Je suis l'homme le plus chanceux de New York. La liste des invités représentait notre monde entier. Les partenaires commerciaux d'Arthur et leurs conjoints. Mes collègues de Morrison & Associates. Des amis de l'université qui avaient voyagé de tout le pays. Des membres de la famille qui avaient vu notre relation évoluer, des premiers rendez-vous maladroits à ce partenariat poli. Mes parents étaient venus du New Jersey, mon père clairement fier de se mêler aux clients de premier plan d'Arthur. La mère d'Arthur,
Karen, n'arrêtait pas de me présenter à des parents éloignés comme la brillante belle-fille qui a autant de succès que notre Arthur, tandis que son père passait la soirée à discuter de matériaux de construction durable avec quiconque voulait bien l'écouter. Les toasts ont commencé vers le coucher du soleil, lorsque l'horizon de Manhattan s'est transformé en une toile de fond scintillante qui a poussé tout le monde à prendre son téléphone pour immortaliser le moment. Le partenaire commercial d'Arthur, John, a parlé le premier, racontant les débuts de Thompson Design Collective, lorsqu'il travaillait dans un espace de coworking à Brooklyn et survivait grâce au café et à la détermination. Arthur a toujours dit qu'il voulait construire quelque chose de permanent, a conclu John en levant son verre vers nous. Ce soir, en regardant ce que lui et Amelia ont créé ensemble, je pense qu'on peut dire sans risque de se tromper qu'il a réussi au-delà de ses rêves les plus fous. Ma meilleure amie, Hélène, a suivi avec des histoires de nos années d'université, peignant un tableau de mon évolution, de la jeune femme de 20 ans ambitieuse mais incertaine à la femme confiante qui se tenait devant nos invités. Amelia s'entraînait à ses compétences de présentation en faisant des discours devant le miroir de notre chambre d'étudiants, a-t-elle révélé, provoquant des rires dans la foule. Maintenant, elle révolutionne la façon dont les entreprises pensent au marketing durable. Mais plus important encore, elle a trouvé un partenaire qui apprécie son génie. Puis Arthur s'est levé et toute la terrasse s'est tue. Il avait le don de capter l'attention sans l'exiger. Et quand il parlait, les gens écoutaient. Il y a 5 ans, commença-t-il, sa voix portant facilement sur le toit, j'ai épousé la femme la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. Ce soir, je suis toujours marié à la femme la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. Mais maintenant, le reste du monde a compris ce que je savais depuis le début. Il s'est tourné pour me faire face directement, ses yeux gris reflétant les lumières de la ville derrière nous. Amelia ne se contente pas de soutenir mes rêves, elle les rend plus grands et meilleurs que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Elle ne m'aime pas seulement, elle me met au défi d'être digne de cet amour chaque jour. La foule a murmuré son appréciation alors qu'Arthur prenait ma main. Aux 5 ans de construction de quelque chose de beau ensemble, et aux 50 prochaines années, quoi qu'il advienne. Alors que nos invités levaient leurs verres, Arthur s'est penché pour m'embrasser. Et un instant, les bruits de la ville et de la fête se sont estompés. C'était notre moment. Réussi, célébré, entouré de tous ceux qui comptaient pour nous. Je t'aime, Madame Thompson, a murmuré Arthur à mon oreille alors que les applaudissements nous entouraient. Je t'aime aussi, ai-je chuchoté en retour, le pensant complètement. La fête a continué pendant encore 3 heures. Les invités se sont mêlés sur la terrasse, le quatuor accorde à jouer des demandes, et Arthur et moi avons circulé ensemble dans la foule, acceptant les félicitations et nous prélassant dans la chaleur d'être célébrés par notre communauté. Vers minuit, alors que les derniers invités disaient au revoir, Arthur m'a prise à part dans un coin tranquille de la terrasse. C'était parfait, dit-il en regardant la ville qui nous avait tout donné. Tu étais parfaite. Ce soir était exactement ce que je voulais. Je me suis appuyé contre sa poitrine, me sentant totalement comblé. Aux 5 prochaines années, encore meilleur. Encore meilleur, acquiesça Arthur, ses bras se resserrant autour de moi. Là, dans les bras de mon mari, entouré des preuves de notre succès et du souvenir d'une soirée où tout s'était déroulé exactement comme il fallait, je me sentais invincible. Nous étions jeunes, réussis, profondément amoureux, et nous ne faisions que commencer. Je n'avais aucune idée que ce moment parfait était en fait le sommet avant la chute, ou que les mots d'Arthur sur « exactement ce que je voulais » avaient une date d'expiration que je ne pouvais pas voir venir. La première fissure dans notre façade parfaite est apparue 3 semaines après notre fête d'anniversaire, bien que je ne l'ai pas reconnu comme un avertissement à l'époque. Arthur est rentré du travail avec une bouteille de champagne et une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. De l'excitation mêlée à quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité. Nous devons fêter ça, a-t-il annoncé, posant la bouteille sur le comptoir de notre cuisine avec plus de force que nécessaire. Thompson Design Collective vient de décrocher le projet de la Morrison Tower. Je connaissais la Morrison Tower, un immeuble résidentiel de luxe de 40 étages qui allait remodeler l'horizon du centre-ville. C'était le genre de projet qui pouvait définir la carrière d'un architecte, le genre de contrat qui transformait les petits cabinets en acteurs majeurs. Arthur, c'est incroyable. Je lui ai jeté les bras au cou, sincèrement ravi. C'est tout ce pourquoi tu as travaillé. Il y a plus, dit-il, ses mains posées sur ma taille, mais ses yeux ne rencontrant pas tout à fait les miens. Le client m'a spécifiquement demandé à cause de l'angle de durabilité que tu as aidé à développer pour nos supports de présentation.
Ils veulent que le bâtiment soit une vitrine du luxe respectueux de l'environnement. C'est incroyable. On devrait appeler tes parents et John. En fait, interrompit Arthur en reculant légèrement, il y a une complication. Le calendrier du projet est incroyablement serré. 18 mois de la conception à l'achèvement, ce qui signifie que je travaillerai en étroite collaboration avec une petite équipe de spécialistes. Quelque chose dans son ton m'a fait marquer une pause. Quel genre de spécialistes? Des consultants en environnement, principalement. Le client veut obtenir la certification LEED Platine. Nous faisons donc appel à des experts en matériaux durables et en systèmes éco-énergétiques. Arthur se dirigea vers le réfrigérateur à vin, le dos tourné pendant qu'il parlait. L'une d'entre elles est cette brillante jeune architecte spécialisée dans les technologies de construction écologique, Camilla Walsh. Elle vient de terminer sa maîtrise au MIT. Le nom m'a frappé comme une petite décharge électrique, bien que je ne puisse pas expliquer pourquoi. Peut-être était-ce la façon dont Arthur l'avait dit, prudemment, comme s'il testait le son à haute voix. Travaillera-t-elle directement avec toi, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix décontractée. Une certaine collaboration, oui. Elle sera sur place pendant les phases initiales pour s'assurer que les systèmes environnementaux s'intègrent correctement à la conception structurelle. Arthur s'est finalement retourné, son expression brillante et professionnellement enthousiaste. C'est exactement le genre de projet de pointe que j'ai toujours voulu diriger. Au cours des semaines suivantes, l'horaire de travail d'Arthur a changé de façon spectaculaire. L'homme qui était toujours à la maison à 19h a commencé à rester au bureau jusqu'à 21 ou 22h, prétendant que le projet de la Morrison Tower nécessitait de longues réunions en soirée avec divers consultants et responsables de l'urbanisme. « Je suis désolé, M, disait-il quand je lui envoyais un texto pour lui demander des nouvelles du dîner. Camilla a trouvé des problèmes avec l'intégration du système de CVC que nous devons résoudre ce soir. Le consultant en environnement veut revoir les spécifications des matériaux une dernière fois avant de les soumettre à la commission d'urbanisme. Nous avons un dîner de travail pour finaliser les métriques de durabilité. Toujours Camilla. Toujours urgent. Toujours nécessitant l'attention immédiate et prolongée d'Arthur. J'ai commencé à dîner seul la plupart des soirs, réchauffant des portions de repas que j'avais préparées avec optimisme pour deux. La tradition du bagel du dimanche matin a continué, mais Arthur semblait distrait pendant nos conversations, vérifiant fréquemment son téléphone et s'excusant pour de rapides messages professionnels. Tout va bien avec le projet, ai-je demandé un dimanche de fin juillet, en le regardant faire défiler ce qui semblait être une longue conversation par SMS. Tu as l'air stressé. C'est juste compliqué, a répondu Arthur sans lever les yeux. Intégrer des systèmes durables dans des spécifications de luxe nécessite une résolution de problèmes constante. Camilla et moi apprenons en gros sur le tas. Camilla et moi. L'expression m'est restée dans la tête comme une écharde. J'ai commencé à prêter plus d'attention aux habitudes d'Arthur. Son horaire de gym est devenu erratique. Parfois, il partait tôt pour des réunions avant le travail. D'autres fois, il y allait tard, prétendant avoir besoin de se vider la tête après des journées difficiles. Son téléphone, qui avait toujours été facilement accessible, nécessitait soudainement des mots de passe et d'être posé face cachée pendant nos conversations. Depuis quand mets-tu un mot de passe sur ton téléphone, ai-je demandé un soir alors que le téléphone d'Arthur vibrait à plusieurs reprises pendant le dîner et qu'il l'ignorait complètement. Confidentialité client, a-t-il expliqué en douceur. Le projet de la Morrison Tower implique des technologies exclusives qui nécessitent des mesures de sécurité supplémentaires. L'explication était raisonnable, mais quelque chose dans sa façon de le dire me semblait répété. En août, Arthur a commencé à voyager plus fréquemment pour des visites de chantier et des réunions de consultants. Un week-end à Boston pour visiter des bâtiments durables avec l'équipe environnementale. 3 jours à Portland pour examiner des matériaux de construction écologique avec des spécialistes de la côte ouest. Une nuit à Philadelphie pour rencontrer des consultants en énergie renouvelable. Je pourrais venir avec toi, ai-je suggéré quand il a mentionné le voyage à Philadelphie. On pourrait en faire un week-end, visiter certains de ces restaurants dont tu lis toujours des articles. Ce ne sera que du travail, a dit Arthur rapidement. Littéralement des journées de 12 heures à regarder des installations de panneaux solaires et des systèmes géothermiques. Tu t'ennuierais à mourir. Quand il revenait de ses voyages, Arthur semblait plein d'énergie d'une manière que je n'avais pas vue depuis nos premières années de fréquentation. Ses yeux étaient plus brillants, ses mouvements plus animés,
sa conversation parsemée de références à des approches innovantes et à une pensée révolutionnaire qui caractérisait apparemment son travail avec l'équipe de conseil en environnement. Camilla a cette perspective incroyable sur le design durable, disait-il au dîner, sa fourchette s'arrêtant en l'air alors qu'il se plongeait dans la description d'une idée technique qu'elle avait partagée. Elle aborde les problèmes sous des angles que je n'aurais jamais envisagés. J'ai commencé à faire des recherches sur Camilla Walsh en ligne, me disant que c'était une curiosité professionnelle à propos de la collaboratrice d'Arthur. Le site web du MIT la présentait dans un article sur les étoiles montantes de l'architecture environnementale, avec une photo montrant une superbe femme blonde aux yeux bleus perçants et le genre de sourire confiant qui suggérait qu'elle avait l'habitude d'être la personne la plus intelligente de n'importe quelle pièce. 26 ans, diplômée avec mention de son programme de premier cycle à Yale, recherche publiée sur les matériaux de construction durable, poursuivant actuellement une certification spécialisée dans les normes de construction écologique européenne. Elle était brillante, accomplie et assez jeune pour me faire sentir vieille à 32 ans. Les signes avant-coureurs étaient tous là, éparpillés au cours de ces mois d'été comme des miettes de pain que j'étais trop confiante pour suivre. Mais je continuais à me dire qu'Arthur était simplement passionné par son travail, que le projet de la Morrison Tower représentait tout ce pour quoi il avait travaillé, que sa distraction était professionnelle plutôt que personnelle. Je voulais croire que nos fondations de 5 ans étaient assez solides pour résister à tous les défis qui se présenteraient. Je n'avais aucune idée que les fondations s'effritaient déjà et qu'Arthur aidait activement à les démolir. Le moment qui a fait voler mon monde en éclats est arrivé un jeudi soir de fin septembre, lors de ce qui aurait dû être un dîner ordinaire à la maison. Arthur était rentré à l'heure pour une fois, apportant des plats à emporter de notre restaurant thaïlandais préféré et s'excusant pour son absence récente. Je sais que j'ai été distrait ces derniers temps, dit-il en déballant des récipients de pad thaï et de curry vers sur notre îlot de cuisine. Le projet de la Morrison Tower atteint une phase critique, mais je veux que nous passions une vraie soirée ensemble. J'ai ressenti une vague de soulagement. Peut-être avais-je trop réfléchi au changement dans son comportement. Peut-être que l'été des nuits tardives et des voyages mystérieux touchait enfin à sa fin. Nous étions à mi-chemin du dîner quand le téléphone d'Arthur a vibré. Il y a jeté un coup d'œil et j'ai vu son expression passer d'un contentement détendu à quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la panique mêlée à ce qui ressemblait à une excitation coupable. « Je dois prendre cet appel », dit-il en se levant déjà. « Arthur, nous avions convenu de ne pas prendre d'appel professionnel pendant le dîner. »« C'est urgent », répondit-il en se dirigeant vers son bureau. « 5 minutes, je promets. » Mais il n'est pas revenu en 5 minutes. Je pouvais entendre sa voix à travers la porte fermée, basse et intense, s'élevant parfois avec ce qui ressemblait plus à de l'émotion qu'à une discussion professionnelle. Après 20 minutes, j'ai abandonné notre dîner et j'ai commencé à ranger les restes. Quand Arthur est finalement sorti, son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement. « Tout va bien ?» ai-je demandé, bien que son expression indiquait clairement le contraire. Arthur m'a regardé un long moment, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a fait chavirer l'estomac. C'était le regard de quelqu'un qui venait de prendre une décision sur laquelle il ne pouvait pas revenir. « Camilla, nous devons parler. » Ces 5 mots flottaient dans l'air entre nous comme une sentence de mort. Je les avais entendus dans les films, lus dans les romans, mais les entendre de la bouche de mon mari dans notre propre cuisine me semblait surréaliste. « À propos de quoi ?» ai-je demandé, bien qu'une partie de moi le sache déjà. Arthur a passé ses mains dans ses cheveux, un geste que je lui avais vu faire d'innombrables fois quand il était aux prises avec un problème de conception difficile. Mais il ne s'agissait pas d'architecture. J'ai essayé de trouver comment te le dire, commença-t-il, la voix creuse. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Tu dois me croire. Que quoi arrive? Camilla et moi, il s'est arrêté, déglutissant difficilement, nous avons développé des sentiments l'un pour l'autre. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Des sentiments. Ça a commencé comme une collaboration professionnelle, mais au cours de l'été, c'est devenu quelque chose de plus, quelque chose que je n'attendais pas et que je n'avais pas prévu. Je me suis agrippé au bord du comptoir de la cuisine, ayant besoin de quelque chose de solide pour me tenir alors que mon monde basculait. Combien plus? Le silence d'Arthur était une réponse suffisante. Depuis quand? Ma voix me semblait étrange, distante et mécanique. Les sentiments ont commencé à se développer en juin. Nous avons essayé de maintenir des limites professionnelles, mais... Il a haussé les épaules, impuissant. C'est devenu impossible d'ignorer ce qui se passait entre nous. Juin. 2 semaines après notre parfaite fête d'anniversaire.
Pendant que je rayonnais encore des toasts et des célébrations, Arthur tombait amoureux de quelqu'un d'autre. Ses voyages d'affaires, dis-je d'un ton plat. Les nuits tardives, les réunions du week-end. Certains étaient pour le travail, a dit Arthur rapidement. Mais oui, certains étaient personnels. Tu me mens depuis des mois. J'ai essayé de trouver quoi faire, a insisté Arthur. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Amelia. Tu es une femme incroyable, et tu mérites. Ne. J'ai levé la main pour l'arrêter. N'ose pas me dire ce que je mérite pendant que tu confesses une liaison. Arthur a tressailli au mot « liaison », comme si le fait de l'appeler par son nom le rendait plus réel. Que veux-tu, Arthur, ai-je demandé, me surprenant de la stabilité de ma voix. Veux-tu mettre fin à la liaison et travailler sur notre mariage? Veux-tu une thérapie de couple? Veux-tu? Je veux le divorce. Les mots pendaient entre nous comme une lame. Pas d'hésitation, pas d'incertitude. Il avait déjà décidé. Cet appel téléphonique, dis-je, la compréhension se faisant jour. C'était elle, n'est-ce pas? Elle t'a posé un ultimatum. L'expression d'Arthur a confirmé ce que je savais déjà. Camilla avait appelé pour le forcer à choisir entre sa femme et sa jeune maîtresse. Et il l'avait choisie, elle. Je vais faire une valise, a dit Arthur, se dirigeant déjà vers les escaliers. Je resterai à l'hôtel ce soir et je commencerai à chercher un appartement ce week-end. C'est tout, ai-je appelé après lui. 8 ans de mariage et tu y mets fin avec une valise et une réservation d'hôtel? Arthur s'est arrêté au bas des escaliers, le dos toujours tourné. Je suis désolé, Amelia. Je sais que ce n'est pas assez, mais c'est tout ce que j'ai. Je suis resté seul dans notre cuisine, entouré des restes de notre dîner interrompu et de la vie que nous avions construite ensemble, écoutant mon mari faire ses valises à l'étage. Le bruit des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment, des cintres qui glissent sur les tringles, la fermeture éclair de sa valise en cuir. Chaque bruit semblait être un autre clou dans le cercueil de notre mariage. Quand Arthur est finalement descendu avec son sac, il s'est arrêté à la porte d'entrée. Je demanderai à mon avocat de contacter le tien pour les détails, dit-il sans croiser mon regard. Puis il est parti, me laissant debout dans le silence de ce qui était autrefois notre maison. Le silence dans la maison après le départ d'Arthur était assourdissant. Je suis resté dans notre hall d'entrée pendant ce qui m'a semblé des heures, fixant la porte par laquelle il était sorti, attendant qu'il revienne et me dise que tout cela n'était qu'une horrible erreur. L'horloge grand-père de notre salon battait régulièrement, marquant le temps dans un monde qui n'avait plus de sens. Mon premier réflexe a été d'appeler quelqu'un, mais qui? Mes parents seraient dévastés et ne comprendraient pas comment je n'avais pas vu cela venir. Mes amis poseraient des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. La famille d'Arthur le saurait probablement déjà ou le découvrirait bientôt quand il leur présenterait sa petite amie de 26 ans. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à errer dans notre maison comme un fantôme hantant sa propre vie. Chaque pièce contenait des souvenirs qui avaient été recontextualisés par la confession d'Arthur. La cuisine où nous avions planifié notre avenir autour d'un café le dimanche matin. Le salon où nous avions organisé des dîners qui mettaient en valeur notre partenariat parfait. La chambre où nous parlions d'enfants et rions de vieillir ensemble. Depuis combien de temps Arthur faisait-il semblant lors de ces conversations? Quand il discutait de la conversion du 3e étage en chambre d'enfant, imaginait-il déjà un avenir différent avec Camilla? Quand il avait dit aux invités de notre fête d'anniversaire que je rendais ses rêves plus grands et meilleurs, planifiait-il sa stratégie de sortie? Je me suis déclaré malade au travail le lendemain matin, chose que je n'avais jamais faite à moins d'être réellement hospitalisé. Mon assistante, Karen, a semblé inquiète quand je lui ai dit que j'avais une urgence familiale et que je ne serais pas là pendant quelques jours. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider, a-t-elle demandé. Dois-je reprogrammer vos réunions avec les clients? Oui, reprogrammer tout, ai-je réussi à dire. Je vous appellerai quand j'en saurai plus sur mon emploi du temps. La première personne à prendre de mes nouvelles fut Hélène, qui s'est présentée à ma porte le samedi matin avec du café et des bagels de Russ et Docter, notre tradition du dimanche livrée 2 jours plus tôt. Tu avais l'air terrible au téléphone, dit-elle en me poussant dans le hall. Et tu as l'air encore pire. J'ai aperçu mon reflet dans le miroir du couloir et j'ai grimacé. Mes cheveux n'étaient pas lavés, ma peau était pâle et tachée de larmes, mon sweatshirt de Columbia était froissé d'avoir dormi dedans pendant 2 nuits. Arthur est parti, dis-je simplement en suivant Hélène dans la cuisine. Parti? Comme pour un voyage d'affaires? Parti.
Il a une liaison avec une architecte de 26 ans et il veut le divorce. Hélène a laissé tomber le sac de Bagel, son expression passant de la confusion à la fureur en quelques secondes. Ce salaud. Je savais que quelque chose n'allait pas à votre fête d'anniversaire. Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone pendant les toasts. Tu as remarqué ça? Je remarque tout, dit Hélène d'un ton sombre en me serrant dans une étreinte féroce. Comment tu tiens le coup? Je ne sais pas, ai-je admis. Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller et que tout cela ne sera qu'un cauchemar. Hélène nous a préparé du café pendant que je lui racontais tout. Les nuits tardives, les voyages mystérieux, l'appel téléphonique qui avait mis fin à mon mariage. Elle a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. As-tu parlé à un avocat? A-t-elle demandé quand j'ai terminé. Pas encore. Je n'arrête pas de penser que peut-être Arthur reviendra à la raison. Peut-être que ce n'est qu'une crise de la quarantaine ou une sorte de dépression. Amélia, dit Hélène doucement. Il a fait ses valises et a déménagé. Ce n'est pas un égarement temporaire. C'est un homme qui a fait un choix. La réalité de ses paroles m'a frappé comme un coup physique. Arthur n'était pas parti dans un moment de passion ou de confusion. Il avait planifié cela depuis des mois, maintenant soigneusement sa double vie pendant que je restais complètement inconsciente. Le dimanche est arrivé sans Arthur, rompant notre tradition de 5 ans de Bagel et de journaux. Je me suis assise seule dans notre cuisine, entourée du silence qu'il avait laissé derrière lui, essayant d'imaginer comment je remplirais les heures qui nous appartenaient autrefois. Mon téléphone a vibré. Un texto de la mère d'Arthur. Arthur nous a parlé de la séparation. Nous avons le cœur brisé pour vous deux. Sache que tu seras toujours de la famille pour nous. Séparation. C'est ainsi qu'Arthur présentait les choses à ses parents, comme si nous prenions une pause temporaire plutôt qu'il abandonne notre mariage pour une autre femme. J'ai commencé à répondre, puis j'ai supprimé le message. Que étais-je censé dire? Que leur fils vivait un mensonge depuis des mois. Qu'il avait choisi une femme plus proche de l'âge de leur fille que de celle de sa femme. Lundi a apporté un appel d'un avocat représentant Arthur. La conversation a été brève et professionnelle. Arthur voulait diviser nos biens équitablement et espérait que nous pourrions gérer la procédure de divorce à l'amiable. Mon client préfère éviter les litiges contentieux, a expliqué l'avocat. Il pense que vous pouvez parvenir à un règlement équitable par la médiation. Quelle générosité de sa part, ai-je répondu, ma voix aiguë de sarcasme, ce qui a semblé surprendre l'avocat. Madame Thompson, je comprends que c'est une période émotive, mais la proposition de mon client est tout à fait raisonnable. Il vous offre la maison et la moitié des actifs liquides, plus une pension alimentaire pour. Je devrais tout examiner avec mon propre avocat, ai-je interrompu. Veuillez envoyer toute la documentation à mon avocat dès que j'en aurai un. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que l'offre généreuse d'Arthur était en fait calculée pour le faire paraître magnanime tout en garantissant que sa nouvelle vie avec Camilla puisse commencer sans complications financières. Il ne me quittait pas seulement. Il essayait d'acheter sa sortie de la culpabilité. Le besoin de comprendre ce qui s'était réellement passé m'a consumé comme une fièvre. Je ne pouvais ni manger, ni dormir, ni me concentrer sur autre chose que les lacunes dans l'histoire d'Arthur qui n'avaient pas de sens. Une collaboration professionnelle qui s'est transformée en amour n'expliquait pas la tromperie minutieuse, les mois de mensonges, ni la manière calculée dont il avait géré sa double vie. J'ai commencé par ce que je pouvais vérifier en ligne. Le profil LinkedIn de Camilla Walsh montrait qu'elle avait rejoint le projet de la Morrison Tower début mai, et non en juin, comme l'avait prétendu Arthur. Son compte Instagram, auquel j'ai accédé via un faux profil que j'ai créé, racontait une histoire différente de celle qu'Arthur m'avait servie. Des photos de juillet la montraient dans des restaurants chers que j'ai reconnus sur nos relevés de cartes de crédit, les mêmes restaurants où Arthur prétendait avoir des dîners de travail avec divers consultants. Une photo d'où la montrait portant un délicat bracelet en or qui ressemblait étrangement à celui que j'avais vu facturer sur le compte professionnel d'Arthur comme cadeau d'appréciation pour un client. Mais la photo qui m'a glacé le sang datait de début juin, à peine 2 semaines après notre fête d'anniversaire. Camilla se tenait sur ce qui était clairement la terrasse d'observation de notre immeuble, la même vue que je regardais chaque matin depuis la fenêtre de notre chambre. La légende disait, perspective incroyable sur la ville depuis cette incroyable maison en grès brun. Certaines personnes savent vraiment comment vivre. Arthur l'avait amené chez nous. Pendant que j'étais au travail à créer des campagnes pour des clients et à croire que mon mariage était solide, il faisait visiter à sa jeune maîtresse la vie que nous avions construite ensemble.
Je me suis rendu à l'immeuble de bureau d'Arthur le mardi après-midi, me garant de l'autre côté de la rue avec une vue dégagée sur l'entrée. Je me sentais ridicule, comme un personnage de mauvais film. Mais j'avais besoin de les voir ensemble. J'avais besoin d'une confirmation visuelle que ce n'était pas une dépression élaborée ou une crise de la quarantaine. Ils sont sortis à 17h30, et les voir ensemble était pire que tout ce que j'avais imaginé. Arthur avait l'air plus jeune, d'une certaine manière, plus animé qu'il ne l'avait été à la maison depuis des mois. Camilla était encore plus belle en personne. Grande, gracieuse, avec ce genre de style sans effort qui vient du fait d'être naturellement magnifique plutôt que d'essayer trop fort. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était de voir comment ils se déplaçaient ensemble. La main d'Arthur sur le bas de son dos pendant qu'il marchait. La façon dont elle le regardait avec une adoration évidente, comment il se penchait pour lui chuchoter quelque chose qui la faisait rire. C'était intime d'une manière qui parlait de moi de familiarité, pas d'une relation professionnelle récente qui avait dépassé les limites. Ce n'était pas un homme qui était tombé à contre-cœur amoureux d'une collègue. C'était un homme complètement épris. Je les ai suivis jusqu'à un bar à vin de Soho, restant assez loin pour ne pas être repéré, mais assez près pour observer. À travers la fenêtre, j'ai vu Arthur tirer la chaise de Camilla, commander du vin sans consulter la carte, toucher sa main sur la table. Tout ce qu'il faisait suggérait que c'était une routine, pratiquée, confortable. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Arthur. Je travaille tard ce soir. Ne m'attends pas. Il mentait encore. Même après avoir tout avoué, même après m'avoir quitté, il ne pouvait pas s'arrêter de tromper. Ce soir-là, j'ai appelé Howard de Morrison & Associates, l'une des rares personnes qui connaissait à la fois Arthur et moi assez bien pour avoir remarqué des choses que j'aurais pu manquer. J'ai besoin de te demander quelque chose, dis-je sans préambule quand il a répondu. As-tu déjà remarqué quelque chose de bizarre chez Arthur lors d'événements professionnels cet été? Howard est resté silencieux un moment. Tu demandes ça en tant que sa femme ou en tant que quelqu'un qui pourrait avoir des problèmes? Arthur m'a quitté, dis-je simplement. Il a une liaison. Amelia, je suis vraiment désolé. La voix d'Howard était sincèrement sympathique. En fait, oui. Il y a eu quelques fois où son comportement a semblé étrange. Dis-moi. Au cocktail du Green Building Council en juillet, il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone et sortait pour prendre des appels. Quand je lui ai demandé si tout allait bien à la maison, il est devenu sur la défensive et a changé de sujet. Howard s'est arrêté, débattant clairement de l'opportunité de continuer. Quoi d'autre, ai-je insisté. À la conférence sur la durabilité en août, je l'ai vu dîner avec une jeune femme blonde. Quand j'en ai parlé plus tard, il a dit que c'était une collègue, mais... Howard a laissé sa phrase en suspens. Mais quoi? Ils avaient l'air d'être à un rendez-vous, pas de discuter à faire. Et quand elle est allée aux toilettes, Arthur l'a regardée s'éloigner comme... Eh bien, comme un homme qui couchait avec elle. Chaque détail semblait être une autre petite blessure au couteau. Arthur ne m'avait pas seulement trompé. Il avait risqué sa réputation professionnelle en menant sa liaison si publiquement que ses collègues le remarquaient. J'ai engagé un détective privé le lendemain, une recommandation de l'avocat spécialisé en divorce qu'Hélène m'avait aidé à trouver. Le détective Mills était une femme d'âge mûr aux yeux gentils et à l'attitude pragmatique. J'ai besoin de savoir depuis combien de temps ça dure, lui ai-je dit. Mon mari prétend que ça a commencé en juin, mais je pense qu'il ment sur la chronologie. Ils le font généralement, a dit le détective Mills de manière factuelle. Les hommes qui trompent minimisent souvent la durée pour paraître moins coupables. Quelle est votre chronologie? En une semaine, le détective Mills avait découvert la vérité. Les relevés de cartes de crédit montraient qu'Arthur emmenait Camilla à des dîners coûteux depuis début mai. Les reçus d'hôtel ont révélé des voyages d'une nuit ensemble remontant à avril. Les enregistrements de messages textes obtenus par des voies légales ont montré des communications intimes commençant en mars. Arthur n'était pas tombé amoureux d'une collègue pendant l'été. Il poursuivait Camilla presque depuis le moment où elle avait rejoint le projet, menant une liaison à grande échelle pendant 6 mois tout en maintenant notre mariage comme son filet de sécurité. L'homme en qui j'avais entièrement confiance menait une double vie depuis 6 mois, et j'avais été trop naïf pour le voir. Octobre est arrivé comme une cruelle plaisanterie, apportant avec lui le genre de temps d'automne parfait qu'Arthur et moi aimions tant. Les feuilles de Central Park prenaient des teintes brillantes d'or et de cramoisi, l'air portait cette promesse vive de l'hiver, et les couples se promenaient main dans la main dans notre quartier, portant des écharpes assorties et des sourires satisfaits.
Je les regardais depuis la fenêtre de ma chambre, ces couples heureux qui semblaient se moquer de ma solitude, et j'ai senti quelque chose en moi se briser complètement. Le rapport du détective privé était posé sur le comptoir de ma cuisine comme une pièce à conviction d'une scène de crime. 6 mois de tromperie, documentés par des reçus, des photographies et des horodatages de messages textes. Arthur ne m'avait pas seulement trahi, il avait méthodiquement planifié son évasion pendant que je restais complètement inconsciente. J'ai arrêté de me doucher régulièrement. À quoi bon? Il n'y avait personne pour qui être belle, pas de dîner à organiser, pas de mari à impressionner par mon apparence soignée. Mes cheveux pendaient, mous et sales. Ma peau avait des boutons à cause du stress et d'une mauvaise alimentation, et je portais en alternance les 3 mêmes paires de pantalons de survêtement. Le travail est devenu impossible. Je m'asseyais dans les réunions avec les clients et je me trouvais incapable de me concentrer sur les stratégies de campagne ou les messages de marque. Comment pouvais-je aider les entreprises à vendre leurs histoires quand je ne pouvais même pas reconnaître la vérité sur ma propre vie? Amélia, vous vous sentez bien, m'a demandé ma patronne, Margaret, après une présentation que j'avais manifestement bâclée. Vous semblez distraite ces derniers temps. Je fais juste face à quelques problèmes personnels, ai-je marmonné, évitant son regard inquiet. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous aider? Peut-être avez-vous besoin de prendre quelques jours de congé. Des jours de congé? Comme si des vacances pouvaient réparer le fait que toute ma vie d'adulte avait été construite sur un tissu de mensonges. En novembre, je ne mangeais plus qu'un repas par jour, généralement quelque chose que je pouvais consommer sans y penser. Des céréales, des crackers, tout ce qui nécessitait une préparation minimale. La maison me semblait caverneuse et hantée. Chaque pièce résonnait des souvenirs de la vie que je pensais vivre. J'ai commencé à boire du vin au déjeuner, me disant que c'était juste pour calmer l'anxiété qui me tourmentait du moment où je me réveillais jusqu'à ce que je finisse par m'évanouir chaque nuit. Le vin a mené à des siestes l'après-midi, qui ont mené à dormir jusqu'à midi, qui ont mené à me déclarer malade plus souvent que je ne me présentais au travail. Les pires moments venaient la nuit, quand le silence de la maison amplifiait chaque doute et chaque auto-accusation. Je restais allongé dans notre lit king size, qui me semblait maintenant incroyablement vaste, et je rejouais chaque conversation de l'année écoulée, cherchant des indices que j'avais manqués. Comment avais-je pu être si aveugle? Arthur menait une double vie depuis 6 mois, et je n'avais jamais rien soupçonné. Qu'est-ce que cela disait de moi en tant qu'épouse, en tant que femme, en tant que personne qui comprenait soi-disant assez bien la psychologie humaine pour élaborer des campagnes marketing qui influençaient le comportement? J'ai arrêté de répondre aux appels de mes amis. Hélène laissait des messages vocaux de plus en plus inquiets que je supprimais sans les écouter complètement. Mes parents sont venus 2 fois du New Jersey, mais j'ai fait comme si je n'étais pas à la maison, me cachant dans la chambre du fond jusqu'à ce qu'ils abandonnent de frapper. La maison a commencé à refléter mon état intérieur. La vaisselle s'est empilée dans l'évier, le courrier s'est accumulé non ouvert sur le comptoir de la cuisine, et les plantes qu'Arthur avait soigneusement entretenues ont commencé à mourir de négligence. Je n'arrivais pas à me soucier de quoi que ce soit. Le point le plus bas est arrivé un mardi de fin novembre, quand je me suis retrouvé debout dans notre dressing, entouré des vêtements restants d'Arthur. Il avait pris ses favoris, mais avait laissé derrière lui des chemises et des costumes qui sentaient encore son parfum. J'ai serré un de ses pulls contre ma poitrine et j'ai sangloté jusqu'à ne plus pouvoir respirer. C'est à ce moment-là que j'ai appelé la ligne d'écoute pour la prévention du suicide. Non pas parce que j'avais un plan, mais parce que j'avais besoin que quelqu'un me rappelle que cette douleur ne durerait pas éternellement. J'ai l'impression de ne plus exister, ai-je dit au conseiller à la voix douce qui a répondu. Il a tout pris, pas seulement notre mariage, mais mon sens de la réalité. Je ne sais pas qui je suis si je ne suis pas sa femme. Vous êtes une personne qui vit un deuil profond, a répondu le conseiller. Le traumatisme de la trahison affecte votre capacité à faire confiance à vos propres perceptions. Mais vous existez, séparé de votre mariage, séparé de ce qu'il vous a fait. La conversation a duré 1 heure et m'a probablement sauvé la vie, non pas d'un danger immédiat, mais de la lente dissolution qui rongeait mon sentiment d'identité. Après avoir raccroché, j'ai regardé autour de la chambre qui était devenue ma prison et j'ai pris ma première vraie décision depuis des mois. J'allais survivre à cela, mais je ne pouvais pas le faire seul. J'ai appelé Hélène et j'ai admis que je me noyais. J'ai pris rendez-vous avec un thérapeute. J'ai engagé un service de nettoyage pour s'occuper de la maison. J'ai commencé à prendre des antidépresseurs que mon médecin m'a prescrits après que j'ai finalement admis à quel point mes pensées étaient sombres. Le rétablissement n'a pas été linéaire ni rapide, mais c'était un début.
La femme qui avait autrefois cru pouvoir tout réparer avec suffisamment de planification et de détermination apprenait que parfois, la seule façon d'avancer était d'accepter de l'aide et de reconnaître qu'être brisé n'était pas la même chose qu'être vaincu. Arthur avait détruit la vie que je pensais vivre. Mais il ne m'avait pas détruite, moi. Cette prise de conscience allait devenir le fondement de tout ce qui allait suivre. Le catalyseur de ma transformation est venu de la source la plus inattendue, un barista de 23 ans nommé Marcel, qui travaillait dans le café à 3 pâtés de maison de chez moi. C'était un mardi matin début décembre, et je faisais ma première tentative de retour à une routine normale après des semaines d'isolement volontaire. Je m'étais forcé à prendre une douche, à mettre des vêtements propres et à marcher jusqu'au Grain Coffee pour ce qui était autrefois un simple plaisir, un vrai cappuccino préparé par quelqu'un qui se souciait de l'art de la mousse. Le café était presque vide, à l'exception de quelques freelances tapant sur leurs ordinateurs portables et d'un homme âgé lisant le journal. Marcel était nouveau depuis ma dernière visite des mois plus tôt, et il avait ce genre de confiance facile qui suggérait qu'il faisait ce travail par choix plutôt que par nécessité. Quand je me suis approché du comptoir, il a levé les yeux de la machine à expresso et a souri avec une chaleur sincère. « Qu'est-ce que je vous sers ?» a-t-il demandé. Et quelque chose dans son ton, amical sans être envahissant, m'a fait marquer une pause. « Un grand cappuccino, dis-je, puis j'ai ajouté impulsivement, extra sec. Ça arrive tout de suite. Je ne vous ai jamais vu ici avant, et j'ai une bonne mémoire pour les préférences en matière de café. Je venais régulièrement, ai-je admis. Marcel a hoché la tête en travaillant, ses mouvements précis et exercés. Parfois, les routines ont besoin d'être bousculées. Je m'appelle Marcel, au fait. J'ai déménagé de Portland le mois dernier. Amélia, ai-je répondu, en le regardant créer une micro-mousse parfaite. Qu'est-ce qui vous amène à New York? Honnêtement, un chagrin d'amour, a dit Marcel avec un rire autodérisoire. Ma petite amie de 4 ans a décidé qu'elle avait besoin de se trouver en couchant avec mon meilleur ami. Je me suis dit que si j'allais être malheureux, autant l'être dans un endroit intéressant. La façon décontractée dont il a mentionné la trahison m'a fait le regarder plus attentivement. Il était grand et mince, avec des cheveux sombres qui semblaient avoir été passés dans ses mains, des yeux bruns qui contenaient de l'humour malgré son aveu, et le genre de sourire qui suggérait qu'il avait appris à trouver de la légèreté même dans les circonstances difficiles. Je suis désolé, dis-je, le pensant vraiment. Ça a dû être dévastateur. Ça l'a été, a convenu Marcel, en ajoutant la mousse à mon cappuccino avec un art consommé. Mais vous savez ce que j'ai appris? Parfois, la pire chose qui vous arrive est aussi celle qui vous force à découvrir qui vous êtes vraiment. Il m'a tendu le café et j'ai été surprise de voir qu'il avait créé un parfait dessin de feuilles dans la mousse. C'est magnifique. Merci. C'est thérapeutique, en fait. Créer quelque chose de joli à partir de quelque chose d'aussi simple que du café et du lait. Marcel s'est appuyé contre le comptoir, son expression pensive. Vous traversez votre propre version du chagrin d'amour? La question était assez douce pour que je me surprenne à répondre honnêtement. Mon mari m'a quitté pour quelqu'un de plus jeune. Il s'avère qu'il me mentait depuis des mois. Ah, a dit Marcel avec compréhension. La double trahison. La chose en elle-même, plus la prise de conscience que vous ne pouvez pas faire confiance à votre propre jugement sur les gens. Exactement. J'ai été surprise de la précision avec laquelle il avait saisi le sentiment. Comment le saviez-vous? Parce que j'ai passé 3 mois convaincu que je perdais la tête, remettant en question chaque conversation, chaque moment de bonheur, me demandant si quoi que ce soit de tout cela avait été réel. Marcel s'est redressé alors qu'un autre client entrait. Mais voilà ce que j'ai compris. Leurs mensonges ne disent rien sur nous. Ils disent tout sur eux. Cette simple déclaration m'a frappé avec une force inattendue. Pendant des mois, je m'étais torturé avec des questions sur ce que j'avais fait de mal, ce que j'avais manqué, comment j'avais échoué en tant qu'épouse. Marcel suggérait que la tromperie d'Arthur concernait Arthur, pas moi. Puis-je vous demander quelque chose, ai-je dit impulsivement alors que Marcel se préparait à aider le nouveau client. Bien sûr. Comment surmontez-vous la colère, non seulement contre eux, mais contre vous-même de ne pas l'avoir vu venir? Marcel a réfléchi sérieusement à cela. J'ai commencé à la canaliser dans quelque chose de productif. J'ai appris à faire du café qui est réellement bon, au lieu de la camelote que je servais à Portland. Je me suis mis à la photographie. J'ai commencé l'escalade. Il a souri. Il s'avère que la rage est un excellent carburant quand on la dirige correctement.
J'ai quitté le café ce matin-là avec plus que de la caféine dans mon système. La perspective de Marcel avait changé quelque chose de fondamental dans ma pensée. Au lieu de voir ma situation comme une preuve de mon échec, je pouvais la considérer comme une opportunité de découvrir de quoi j'étais capable quand j'arrêtais d'essayer d'être l'épouse parfaite. Au cours des semaines suivantes, je me suis retrouvé à retourner régulièrement au Grain Coffee. Marcel et moi avons développé une amitié facile, fondée sur une compréhension partagée de la trahison et du rétablissement. Il m'a parlé de ses projets de photographie documentant l'architecture urbaine, de ses aventures d'escalade le week-end, de ses projets d'ouvrir un jour sa propre entreprise de torréfaction de café. Vous devriez essayer quelque chose de complètement nouveau, a-t-il suggéré un matin en préparant mon cappuccino habituel. Quelque chose que vous n'auriez jamais fait pendant votre mariage. Comme quoi? Je ne sais pas. Que vouliez-vous faire avant de vous retrouver prise dans le rôle de la moitié d'un couple? La question m'est restée en tête pendant des jours. Que voulais-je avant Arthur? Quel rêve avais-je mis de côté en faveur de la construction de notre partenariat parfait? La réponse, quand elle m'est venue, était surprenante par sa simplicité. J'avais toujours voulu voyager seul, découvrir des endroits sans compromis ni négociation, prendre des décisions basées uniquement sur mes propres désirs. Pour la première fois depuis des mois, j'avais quelque chose à attendre avec impatience. La décision de voyager seul me donnait l'impression de sauter d'une falaise. Mais c'était le premier choix que je faisais depuis des mois qui m'appartenait entièrement. J'ai réservé une semaine à Barcelone pour février, sans en parler à personne sauf à ma thérapeute et à Hélène, qui a immédiatement proposé de m'aider à planifier l'itinéraire. Tu n'as pas besoin d'aide pour planifier, a-t-elle dit quand j'ai commencé à accepter son offre. C'est tout l'intérêt, n'est-ce pas? Prendre des décisions sans consulter personne. Elle avait raison. Pendant 8 ans, chaque décision avait été filtrée par les préférences d'Arthur, notre emploi du temps commun, notre esthétique partagée. Maintenant, je pouvais choisir un hôtel basé uniquement sur mes propres goûts, visiter des musées qui m'intéressaient, manger dans des restaurants que je trouvais attrayants. Les semaines précédant le voyage sont devenues un projet de redécouverte de moi-même. J'ai vidé mon placard, donnant des vêtements qu'Arthur avait complimentés et gardant des pièces qui me donnaient confiance en moi. Je me suis inscrite à des cours d'espagnol au centre communautaire, passant les mardis soirs à apprendre à conjuguer des verbes avec un groupe d'autres adultes qui relevaient de nouveaux défis. Marcel a célébré chaque petit pas de mon rétablissement avec un enthousiasme sincère. Quand je lui ai parlé des cours d'espagnol, il a insisté pour pratiquer la conversation avec moi lors de mes visites matinales au café. « Como está ?» demandait-il en préparant mon cappuccino. « Me siento optimista », répondais-je, surprise de réaliser que c'était vrai. Le docteur Patricia Chen, ma thérapeute, m'a aidé à comprendre que le rétablissement après un traumatisme de trahison n'était pas linéaire. Certains jours, je me sentais forte et indépendante. D'autres jours, Arthur me manquait si intensément que je pouvais à peine fonctionner. Guérir ne signifie pas oublier, a expliqué le docteur Chen lors de l'une de nos séances hebdomadaires. Cela signifie intégrer l'expérience dans l'histoire de votre vie sans la laisser définir tout votre récit. Elle m'a fait découvrir la thérapie EMDR pour m'aider à traiter le traumatisme de la découverte et de l'abandon. Les séances étaient épuisantes mais efficaces, m'aidant à séparer les événements réels de la charge émotionnelle qu'ils portaient. Votre système nerveux est en mode d'hypervigilance depuis des mois, a expliqué le docteur Chen. Nous devons réapprendre à votre corps que la menace est passée, que vous pouvez à nouveau faire confiance à vos propres perceptions. Les symptômes physiques du traumatisme avaient été aussi débilitants que les symptômes émotionnels. J'avais des crises de panique, de l'insomnie et un état constant d'alerte anxieuse qui me laissait épuisé. Lentement, grâce à la thérapie et aux ajustements de médicaments, mon corps a commencé à se souvenir comment se détendre. J'ai commencé à suivre des cours de yoga dans un studio près de mon bureau, au début juste pour avoir quelque chose de structuré à faire le soir. L'instructrice, une femme sereine nommée Suzanne, semblait sentir que plusieurs d'entre nous étaient là pour guérir plutôt que pour faire de l'exercice. Respirez dans les endroits qui font mal, disait-elle pendant les pauses particulièrement difficiles. Parfois, nous devons nous étirer autour de notre douleur avant de pouvoir la traverser. Les autres élèves et moi parlions rarement, mais il y avait quelque chose de réconfortant à partager un espace avec des gens qui travaillaient aussi à se reconstruire de l'intérieur. Janvier a apporté une percée inattendue lorsque j'ai reçu une invitation au mariage de mon amie d'université, Jennifer. Mon premier réflexe a été de refuser. L'idée de regarder un autre couple échanger ses vœux me semblait une torture.
Mais le docteur Chen m'a encouragé à réfléchir à la raison pour laquelle cette idée me semblait menaçante. Qu'est-ce qui, spécifiquement dans les mariages, vous semble dangereux maintenant, a-t-elle demandé. Je ne veux pas qu'on me rappelle à quel point j'étais naïve, ai-je admis. À quel point j'ai cru complètement en quelque chose qui s'est avéré être un mensonge. Mais leur mariage ne concerne pas votre mariage, a souligné le docteur Chen. Leur promesse ne diminue pas le fait que vous avez tenu les vôtres. Votre intégrité reste intacte, indépendamment des choix d'Arthur. J'ai décidé d'assister au mariage, en partie comme un acte de défi contre la peur qui avait contrôlé trop de mes décisions. J'ai acheté une nouvelle robe, en soie vert émeraude, qui me faisait sentir élégante plutôt que d'essayer de plaire à quelqu'un d'autre. J'y suis allé seul, ce qui me semblait à la fois terrifiant et libérateur. En regardant Jennifer et son fiancé échanger leurs vœux, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. Mon mariage avec Arthur avait été réel pour moi, même s'il ne l'avait pas été pour lui. Mon amour, mon engagement, ma vision de notre avenir, tout cela avait été authentique. La tromperie d'Arthur n'invalidait pas rétroactivement mon expérience. Pendant la réception, je me suis surprise à apprécier les conversations avec d'autres invités. Un couple a posé des questions sur Arthur, et j'ai pu dire simplement « nous sommes divorcés », sans ressentir le besoin d'expliquer ou de justifier. « Je suis désolé », a répondu la femme avec une sympathie sincère. « Merci », ai-je dit, mais je vais bien. Et pour la première fois, je le pensais. Le voyage à Barcelone était encore dans 3 semaines, mais je me sentais déjà comme quelqu'un qui pouvait gérer de voyager seul, de dîner au restaurant sans me sentir gêné, de naviguer dans des villes étrangères avec confiance. Marcel a remarqué le changement quand je suis revenu au café le lundi après le mariage. « Tu as l'air différente », a-t-il observé en préparant mon cappuccino. Plus légère, en quelque sorte. Je suis allé à un mariage ce week-end, lui ai-je dit, et ça ne m'a pas détruite. C'est énorme, a dit Marcel, en ajoutant son dessin de feuille signature à ma mousse. Tu deviens quelqu'un qui peut contenir la joie et la tristesse en même temps. C'est en fait un super pouvoir. Je commençais à penser qu'il pourrait avoir raison. Barcelone a tout changé. 5 jours à errer dans les quartiers gothiques et l'architecture moderniste, à manger des tapas dans de petits bars où je pratiquais mon espagnol avec des locaux patients, à m'asseoir dans le parc Güell, regardant le coucher de soleil peindre la ville en or. C'était la première fois depuis près d'1 an que je me sentais vraiment présente dans ma propre vie. Lors de ma dernière soirée, je dînais seul dans un restaurant de fruits de mer près de la plage quand un homme à la table voisine a engagé la conversation. Il était américain, à Barcelone pour une exposition de photographie. Et quand il a appris que je voyageais seul, son expression a changé pour quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Ça demande du courage, a-t-il dit. La plupart des gens ont peur de leur propre compagnie. J'apprends à l'apprécier, ai-je répondu, surprise de la véracité de cette déclaration. Nous avons parlé pendant 1 heure de voyage, d'art et de l'étrange liberté qui vient de la prise de décision basée uniquement sur des préférences personnelles. Quand il m'a demandé mon numéro, j'ai poliment refusé, mais pas parce que j'avais peur ou que je n'étais pas prête. Je n'étais tout simplement pas intéressé, et reconnaître mon propre manque d'intérêt m'a semblé être une victoire. Je suis rentré à New York avec une confiance que je n'avais pas eue depuis la trahison d'Arthur. Marcel l'a remarqué immédiatement quand je suis passé au Grain Coffee le premier matin de mon retour. L'Espagne t'a bien réussi, a-t-il observé en étudiant mon visage tout en préparant mon cappuccino. Tu as l'air de quelqu'un qui sait quelque chose qu'elle ne savait pas avant. J'ai appris que je peux à nouveau me faire confiance, dis-je. Mon instinct, mon jugement, ma capacité à naviguer dans le monde seul. C'est tout, a répondu Marcel en me tendant mon café avec un sourire qui semblait particulièrement chaleureux. La plupart des gens ne comprennent jamais ça. Quelque chose avait changé entre nous pendant mon absence, bien que je ne puisse pas dire exactement quoi. Le professionnalisme amical habituel de Marcel contenait une nouvelle note d'intérêt personnel, et je me suis surprise à attendre nos conversations matinales avec une anticipation qui allait au-delà de la dépendance à la caféine. Le changement est devenu évident la semaine suivante, lorsque Marcel m'a demandé si je voulais voir son exposition de photographie dans une galerie de Williamsburg. L'invitation était assez décontractée pour maintenir une dénégation plausible, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait que c'était plus que de l'amitié. J'adorerais, me suis-je entendu dire, puis j'ai ajouté rapidement, en tant qu'ami. Le sourire de Marcel était compréhensif plutôt que déçu. En tant qu'ami, a-t-il convenu. Pour l'instant. L'exposition était magnifique.
Des paysages urbains qui capturaient la beauté cachée dans les moments ordinaires. Marcel avait photographié des ouvriers du bâtiment encadrés par le lever du soleil, des femmes âgées nourrissant des pigeons de manière à ce que cela ressemble à une danse chorégraphiée, des enfants jouant dans le jet d'une bouche d'incendie qui scintillait comme des diamants. Tu vois les choses différemment, lui ai-je dit alors que nous nous tenions devant une photographie d'échafaudage qu'il avait réussi à faire ressembler à une sculpture abstraite. Je vois les choses telles qu'elles sont réellement, a corrigé Marcel. La plupart des gens sont trop occupés à se précipiter vers la prochaine chose pour remarquer ce qui est juste devant eux. Nous sommes allés dîner après, soi-disant pour discuter de l'exposition, mais en fait pour continuer la conversation que nous avions eue par fragments pendant des mois. Marcel m'a parlé de son ex-petite amie, Camilla, le nom m'a fait grimacer, qui était une directrice marketing à succès à Portland avant de décider qu'elle avait besoin d'aventure avec son meilleur ami. Attends, dis-je, ma fourchette s'arrêtant en l'air. Ton ex s'appelait Camilla. Ouais. Pourquoi? La petite amie d'Arthur s'appelle aussi Camilla. C'est une architecte. L'expression de Marcel est passée de l'amusement à l'incrédulité. Tu plaisantes. Camilla Walsh, 26 ans, blonde, diplômée du MIT. Camilla Harper, 25 ans, brune, directrice marketing. Marcel s'est adossé à sa chaise, secouant la tête. Quelles sont les chances? Peut-être que c'est un nom maudit, ai-je suggéré, et nous avons tous les deux commencé à rire. L'expérience partagée de la trahison par des femmes portant le même nom est devenue une blague récurrente entre nous, mais elle a aussi créé un lien plus profond. Nous comprenions la douleur spécifique de l'autre d'une manière que d'autres personnes ne pouvaient pas. Au cours des semaines suivantes, Marcel et moi avons commencé à passer du temps ensemble en dehors de mes visites matinales au café. Nous sommes allés dans des musées, avons essayé de nouveaux restaurants, avons assisté à des expositions de photographie et à des vernissages d'art. Tout était soigneusement présenté comme de l'amitié, mais le courant sous-jacent d'attraction était impossible à ignorer. Je ne suis pas prête pour quelque chose de sérieux, lui ai-je dit un soir alors que nous marchions dans Central Park après avoir vu un film au Lincoln Center. Je ne demande pas du sérieux, a répondu Marcel. Je demande de l'honnêteté. Et honnêtement, je pense que nous sommes bons l'un pour l'autre. Il avait raison. La présence de Marcel dans ma vie me semblait curative plutôt que compliquée. Il n'essayait pas de me réparer ou de précipiter mon rétablissement. Il offrait simplement de la compagnie et une perspective de quelqu'un qui comprenait ce que c'était d'avoir sa réalité brisée par quelqu'un en qui on avait confiance. Quand Marcel m'a finalement embrassé début avril devant ma maison après une soirée à un vernissage, cela m'a semblé la chose la plus naturelle au monde. Pas désespéré ou motivé par le rebond, mais comme une connexion authentique entre deux personnes qui s'étaient trouvées après avoir appris à être complètes par elles-mêmes. J'ai envie de faire ça depuis des semaines, a admis Marcel, son front reposant contre le mien. Je sais, ai-je dit en souriant. J'ai envie que tu en aies envie. Pour la première fois depuis plus d'un an, l'avenir me semblait être quelque chose à anticiper plutôt qu'à endurer. À l'été, Marcel et moi nous étions installés dans une relation qui semblait à la fois passionnée et stable, une combinaison que je ne savais pas possible. Contrairement à mon mariage avec Arthur, qui avait été construit sur des ambitions partagées et une planification minutieuse, ce que Marcel et moi avions s'était développé organiquement à partir de l'amitié, du respect mutuel et de la sagesse durement acquise qui vient de la survie à la trahison. Marcel avait abandonné son appartement à Brooklyn et avait emménagé dans ma maison en juin. Non pas parce que nous nous précipitions vers les étapes traditionnelles, mais parce que cela avait un sens pratique et émotionnel. Il a transformé l'ancien bureau d'Arthur en chambre noire pour sa photographie, et j'ai converti le 3e étage, initialement prévu comme une chambre d'enfant, en un espace de studio où je pouvais travailler sur des projets indépendants. Cette maison semble à nouveau vivante, a observé Marcel un dimanche matin alors que nous étions assis dans la cuisine, buvant du café et lisant le journal. Quand je suis venu pour la première fois, on aurait dit un musée de la vie de quelqu'un d'autre. Il avait raison. La maison était devenue la nôtre plutôt que la mienne par défaut. Les photographies de Marcel tapissaient les couloirs à côté de pièces que nous avions choisies ensemble. Ses livres se mêlaient aux miens sur les étagères, son rire remplissait des pièces qui étaient restées silencieuses trop longtemps. J'avais quitté Morrison & Associates en avril pour créer mon propre cabinet de conseil spécialisé en communication de crise et en rétablissement de l'image de marque, des compétences que j'avais développées par expérience personnelle. Mon premier client majeur était une start-up technologique dont le fondateur avait été pris dans un scandale similaire à la situation d'Arthur. Les aider à reconstruire leur réputation me semblait être une forme de thérapie.
tu es différente quand tu parles de travail maintenant, a remarqué Marcel après que j'ai mené à bien une campagne qui a restauré la confiance du public dans une entreprise que tout le monde avait condamnée. On dirait quelqu'un qui a trouvé sa vocation, plutôt que quelqu'un qui est juste doué pour son travail. L'entreprise a connu une croissance rapide, en partie parce que je comprenais la psychologie de la reconstruction d'une manière que la formation académique ne pouvait pas enseigner. Les clients appréciaient de travailler avec quelqu'un qui avait navigué dans l'humiliation publique et en était sorti plus fort. La carrière de photographe de Marcel s'épanouissait également. Son exposition sur la résilience urbaine avait attiré l'attention de plusieurs galeries, et il avait été chargé de documenter les schémas de gentrification à travers Brooklyn pour un grand magazine. Nous construisons tous les deux des carrières à partir de nos blessures, a-t-il dit un soir alors que nous examinions ses dernières photographies. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Notre relation avait son propre rythme, différent de tout ce que j'avais connu avec Arthur. Marcel et moi entretenions des groupes d'amis distincts et des intérêts individuels tout en construisant des expériences partagées. Il n'essayait pas de devenir mon monde entier, et je n'attendais pas de lui qu'il comble tous mes besoins émotionnels. J'adore le fait que tu sois complète sans moi, m'a dit Marcel une nuit alors que nous étions au lit après avoir organisé un dîner pour ses amis photographes. Arthur semblait avoir besoin de toi pour valider ses choix. Moi, je veux juste partager des expériences avec quelqu'un que j'admire. Le contraste était saisissant. Arthur avait exigé mon affirmation et mon soutien constant pour sa vision de notre vie parfaite. Marcel célébrait mon indépendance et m'encourageait à poursuivre des objectifs qui n'avaient rien à voir avec notre relation. En août, j'ai reçu un appel inattendu qui allait mettre à l'épreuve tout ce que nous avions construit ensemble. Margaret de Morrison & Associates a appelé pour me dire que le cabinet d'Arthur était confronté à un scandale majeur. Le projet de la Morrison Tower a été arrêté, a expliqué Margaret. Apparemment, il y a eu d'importantes violations du code du bâtiment et des problèmes de sécurité environnementale qui ont été dissimulés pendant le processus d'approbation. L'histoire a d'abord éclaté dans les publications spécialisées en architecture, puis s'est propagée aux médias grand public. Le cabinet d'Arthur faisait l'objet d'une enquête pour fraude, et plusieurs employés, y compris Arthur lui-même, risquaient des poursuites pénales. La consultante en environnement qui a travaillé sur le projet coopère avec les enquêteurs, a poursuivi Margaret. Elle affirme qu'Arthur a fait pression sur elle pour falsifier les rapports de durabilité. Camilla, la « Golden Girl » d'Arthur, avait témoigné contre lui. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions en lisant la couverture médiatique. Une partie de moi éprouvait de la satisfaction à voir Arthur faire face aux conséquences de sa tromperie, mais surtout, je me sentais soulagé d'avoir échappé avant que sa faute professionnelle ne puisse détruire ma réputation en même temps que la sienne. « Comment tu gères ça ?» a demandé Marcel ce soir-là, en lisant les articles que je lui avais montrés. Je n'arrête pas de penser à quoi ressemblerait ma vie en ce moment si Arthur n'était pas parti, ai-je admis. Je serais probablement à ses côtés pendant ce scandale, sacrifiant ma carrière pour soutenir sa défense. Au lieu de cela, tu construis quelque chose qui t'appartient entièrement, a souligné Marcel. Quelque chose qu'il ne peut ni toucher, ni souiller, ni s'attribuer. Le scandale s'est aggravé au cours des semaines suivantes. Des photos d'Arthur et de Camilla dans des restaurants chers, facturés au projet de la Morrison Tower comme divertissement client, ont fait surface. Leur liaison avait été financée par des pratiques de facturation frauduleuses qui faisaient maintenant partie de l'enquête fédérale. Elle t'a vraiment sauvé, a observé Marcel, en lisant les derniers développements. Si Camilla n'avait pas attiré Arthur, tu aurais pu être impliqué dans tout ça. C'était vrai. La trahison d'Arthur, qui m'avait semblé être la fin de mon monde, avait en fait été mon salut. Pendant que j'avais construit une nouvelle vie basée sur l'authenticité et la force personnelle, Arthur avait construit un château de cartes qui s'effondrait maintenant de manière spectaculaire. Pour la première fois, je me sentais sincèrement reconnaissante que mon mariage se soit terminé quand il l'a fait. L'appel est arrivé un matin d'octobre frais, alors que Marcel et moi planifions nos premières vacances ensemble, un voyage photographique en Islande qui représentait tout ce qu'il y avait de sain dans notre relation. Contrairement à mes voyages soigneusement orchestrés avec Arthur, ce serait une aventure guidée par la spontanéité et la curiosité partagée plutôt que par des itinéraires rigides. Amelia, ici le détective Mills. J'ai reconnu la voix du détective privé que j'avais engagé près d'un an plus tôt pour découvrir la vérité sur la liaison d'Arthur. J'avais supposé que nos affaires étaient terminées une fois le divorce finalisé, mais son ton suggérait le contraire. J'espère que je ne vous dérange pas en appelant, a poursuivi le détective Mills.
J'ai suivi le scandale de la Morrison Tower dans les nouvelles, et quelque chose a attiré mon attention que je pensais que vous devriez savoir. Marcel a levé les yeux de son ordinateur portable où il recherchait des paysages islandais, sentant le changement dans mon énergie. Quel genre de quelque chose, ai-je demandé, en me dirigeant vers la cuisine pour plus d'intimité. J'ai été en contact avec les enquêteurs fédéraux qui travaillent sur l'affaire de fraude. Au cours de leur enquête sur les dossiers financiers d'Arthur, ils ont découvert des schémas intéressants qui remontent plus loin que le projet de la Morrison Tower. Mon estomac s'est noué d'une appréhension familière. Même maintenant, des mois après la finalisation de notre divorce, Arthur avait encore le pouvoir de compliquer ma vie. Les enquêteurs ont trouvé des preuves qu'Arthur détournait des fonds de sa propre entreprise depuis plus de 2 ans, a expliqué le détective Mills. De petites sommes au début, puis des sommes de plus en plus importantes. L'argent était acheminé vers des comptes personnels et utilisé pour financer un style de vie coûteux que ses revenus d'entreprise ne pouvaient pas supporter. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? La chronologie, Amélia. Le détournement de fonds a commencé sérieusement à l'époque de votre 5e anniversaire de mariage. Les restaurants chers, les voyages de luxe, les vêtements de marque. Arthur volait ses partenaires commerciaux pour maintenir l'image de succès qu'il voulait projeter. Je me suis laissé tomber sur une de nos chaises de cuisine, traitant cette information. Notre parfaite fête d'anniversaire, la célébration de tout ce que nous avions accompli ensemble, avait été financée par de l'argent volé. Il y a plus, a poursuivi le détective Mills. Les enquêteurs ont également découvert qu'Arthur planifiait sa stratégie de sortie depuis bien plus longtemps que quiconque ne le réalisait. Il avait progressivement déplacé des actifs vers des comptes auxquels Camilla avait accès, se préparant à disparaître avec l'argent et sa jeune petite amie. Vous voulez dire qu'il prévoyait de me quitter avant même que la liaison ne commence? Je dis qu'Arthur prévoyait de quitter tout le monde, vous, ses partenaires commerciaux, ses obligations financières. Camilla n'était pas le catalyseur de son départ. Elle faisait partie de son plan d'évasion. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Tout ce que j'avais cru sur la chronologie de la trahison d'Arthur était faux. Il n'était pas tombé amoureux d'une collègue et avait impulsivement détruit notre mariage. Il avait systématiquement planifié sa sortie tout en maintenant la façade de notre partenariat parfait. Marcel est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine, l'inquiétude évidente sur son visage. J'ai levé un doigt, indiquant que j'avais besoin d'un autre moment. Détective Mills, depuis combien de temps pensez-vous qu'Arthur planifiait cela? Sur la base des schémas financiers et de l'informatique légale, j'estimerais qu'il a commencé à planifier son départ au moins 18 mois avant de partir réellement, peut-être plus longtemps. 18 mois. Pendant que je planifiais nos futurs enfants et que je discutais de stratégie commerciale à long terme, Arthur orchestrait sa disparition. Les enquêteurs fédéraux voulaient que je vous demande si vous aviez remarqué une activité financière inhabituelle pendant votre mariage. De gros retraits en espèces, des frais de carte de crédit inexpliqués, de nouveaux comptes dont vous n'étiez pas au courant. J'ai repensé au mois précédant le départ d'Arthur, me souvenant de détails qui avaient semblé insignifiants à l'époque. Il a commencé à gérer davantage de nos finances personnellement, disant que c'était plus efficace que si nous gérions tous les deux des comptes différents. Cela correspondrait au schéma. Arthur déplaçait probablement de l'argent pour le protéger de la division des actifs lors du divorce qu'il planifiait déjà. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans un silence stupéfait pendant que Marcel me préparait du thé et attendait patiemment que j'explique ce qui s'était passé. Arthur n'était pas seulement infidèle, ai-je finalement dit. C'était un criminel. Et il prévoyait de m'abandonner depuis des années. La mâchoire de Marcel s'est crispée de colère, mais sa voix est restée douce. Comment te sens-tu en apprenant cela? C'était une bonne question. Je m'attendais à être dévasté par une autre couche de trahison, mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Libre, dis-je, me surprenant moi-même. Je me sens libre. Pendant des mois, je me suis torturé avec des questions sur ce que j'aurais pu faire différemment, comment j'aurais pu être une meilleure épouse, si notre mariage aurait pu être sauvé si j'avais été plus attentive aux besoins d'Arthur. J'ai regardé Marcel, voyant de la compréhension dans ses yeux. Mais on ne peut pas sauver quelqu'un qui prévoit de vous quitter depuis des années. On ne peut pas être un meilleur partenaire pour quelqu'un qui vous vole activement. Marcel a tendu la main sur la table et a pris la mienne. La tromperie d'Arthur n'a jamais été une question d'inadéquation de ta part. C'était une question de sa malhonnêteté fondamentale. Ce soir-là, j'ai appelé le docteur Chen pour traiter cette nouvelle information.
Sa perspective était similaire à celle de Marcel, mais avec une précision clinique. Cette révélation soutient en fait votre guérison, a-t-elle expliqué. Elle confirme que le comportement d'Arthur était pathologique plutôt que réactif. Vous n'auriez pas pu empêcher quelque chose qui se préparait depuis des années. Pour la première fois depuis le départ d'Arthur, je me sentais complètement absoute de toute responsabilité dans l'échec de mon mariage. La vérité m'avait enfin libéré. La lettre est arrivée un jeudi de novembre, livrée par courrier recommandé alors que Marcel donnait un atelier de photographie et que je travaillais de la maison sur une campagne client. L'adresse de l'expéditeur m'a fait chavirer l'estomac, Arthur Thompson, suivi de ce que j'ai reconnu comme l'adresse d'un centre de détention fédéral dans le Lower Manhattan. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe, révélant l'écriture familière d'Arthur sur du papier à lettres de prison standard. Amelia, commençait la lettre. Je sais que je n'ai aucun droit de te contacter, mais je vais être condamné le mois prochain, et il y a des choses que je dois dire avant qu'il ne soit trop tard. J'ai immédiatement posé la lettre, mon cœur battant avec une anxiété familière que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Après tout ce que le détective Mills avait révélé sur la tromperie systématique d'Arthur, j'avais enfin trouvé la paix avec notre divorce. Maintenant, il me contactait depuis une prison fédérale, menaçant de perturber l'équilibre que j'avais travaillé si dur à construire. Marcel m'a trouvé assise dans notre cuisine une heure plus tard, la lettre non ouverte toujours sur la table entre ma tasse de café et mon ordinateur portable. « Tu n'es pas obligé de la lire », a-t-il dit simplement, reconnaissant l'écriture d'Arthur. « Tu ne lui dois pas ton attention juste parce qu'il a décidé qu'il avait quelque chose à dire. Mais et s'il y a quelque chose d'important ? Et s'il est enfin prêt à dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé ?» Marcel s'est assis en face de moi, son expression pensive. Quelle vérité pourrait-il bien offrir qui changerait quoi que ce soit à ta vie maintenant ? C'était une question juste. J'avais ma carrière, ma relation avec Marcel, mon indépendance et ma tranquillité d'esprit. Que pourraient bien ajouter les confessions de prison d'Arthur à ma compréhension qui améliorerait ma situation actuelle ? Mais la curiosité l'a emporté sur la sagesse. Ce soir-là, après que Marcel soit allé dans sa chambre noire pour développer des photographies d'une mission récente, j'ai ouvert la lettre d'Arthur. Les procureurs fédéraux recommandent une peine de 7 ans, écrivait Arthur. John et moi allons probablement tout perdre. L'entreprise, nos maisons, nos réputations professionnelles. Camilla coopère avec les enquêteurs en échange de l'immunité, leur fournissant des preuves sur des irrégularités financières qu'elle prétend que je l'ai forcé à ignorer. Même depuis la prison, Arthur se présentait comme une victime de la manipulation de Camilla plutôt que d'assumer la responsabilité de ses choix. J'ai besoin que tu saches que rien de tout cela n'était censé t'impliquer. J'ai passé des années à essayer de trouver comment quitter notre mariage sans te détruire financièrement. Le détournement de fonds était destiné à te protéger, à garantir que tu obtiendrais la maison et suffisamment d'actifs pour maintenir ton style de vie après mon départ. J'ai failli rire de l'absurdité de cette justification. Arthur prétendait avoir volé de l'argent pour me protéger des conséquences financières de son abandon planifié. Camilla m'a convaincu que nous pourrions commencer une nouvelle vie en Europe une fois le projet de la Morrison Tower terminé. Elle avait des relations avec des cabinets d'architecture à Amsterdam et à Barcelone qui étaient intéressés par l'embauche de designers américains ayant une expertise en construction durable. Le plan était de terminer le projet, de transférer les fonds nécessaires et de disparaître avant que quiconque ne réalise ce qui s'était passé. La lettre continuait sur 3 pages supplémentaires, détaillant les plans élaborés d'Arthur pour une évasion internationale et son portrait de Camilla comme le cerveau de leur plan raté. Selon Arthur, il avait été un participant réticent à une activité criminelle, motivé par l'amour et manipulé par une femme plus jeune qui comprenait mieux les systèmes financiers que lui. « Je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais », concluait la lettre. Mais je voulais que tu comprennes que mes sentiments pour toi étaient réels, même si mes actions étaient inexcusables. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné, et j'espère que tu as trouvé le bonheur que j'étais trop égoïste et faible pour te fournir. La lettre était signée simplement « Arthur », sans les termes affectueux qui concluaient autrefois ses communications avec moi. Je l'ai lu 2 fois, attendant une réaction émotionnelle, colère, tristesse, clôture, justification. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange sorte de vide, comme si les mots d'Arthur m'atteignaient d'une si grande distance qu'ils avaient perdu tout pouvoir sur mon état émotionnel. Marcel est sorti de sa chambre noire vers 22 heures, des odeurs de produits chimiques accrochés à ses vêtements, et m'a trouvé assise dans notre salon avec la lettre d'Arthur pliée sur la table basse. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé en s'installant à côté de moi sur le canapé que nous avions choisi ensemble.
Comme si je lisais la vie de quelqu'un d'autre, ai-je admis. La femme à qui Arthur écrit, celle qui pourrait se soucier de ses explications et justifications, elle n'existe plus. C'est de la croissance, a dit Marcel en me serrant contre lui. Le fait que ces mots n'aient plus de pouvoir sur toi. Devrais-je lui répondre? Devrais-je lui rendre visite avant sa condamnation? Marcel est resté silencieux un moment, réfléchissant. Que espérerais-tu accomplir? J'y ai réfléchi sérieusement. Que voulais-je d'Arthur à ce stade? Des excuses? Un aveu de culpabilité? Une clôture? Rien, ai-je réalisé. Il n'y a littéralement rien qu'il puisse dire qui changerait quoi que ce soit à ma vie maintenant. Alors tu as ta réponse. J'ai plié la lettre d'Arthur et je l'ai placée dans le tiroir où je gardais les documents importants. Non pas parce que je voulais la préserver, mais parce qu'un jour je pourrais avoir besoin de la preuve de sa dernière tentative de réécrire l'histoire. L'homme qui avait été autrefois le centre de mon univers n'était plus qu'une voix du passé, impuissante à perturber l'avenir que je construisais. L'ampleur de la tromperie d'Arthur s'est révélée lors de son audience de détermination de la peine en décembre, à laquelle j'ai assisté non pas par attachement persistant, mais parce que j'avais besoin de voir le dernier chapitre de l'histoire qui avait autrefois défini ma vie. Marcel a proposé de m'accompagner, mais je savais que c'était quelque chose que je devais affronter seul. Le palais de justice fédéral du Lower Manhattan était imposant et froid, rempli d'avocats, d'accusés et de membres de leur famille naviguant dans la bureaucratie de la justice. Je me suis assise au dernier rang de la galerie, regardant Arthur entrer dans la salle d'audience dans une combinaison orange qui le faisait paraître plus petit et plus fragile que dans mes souvenirs. Ses parents étaient là, sa mère, Karen, ayant l'air vieillie et dévastée. John, son ancien partenaire commercial, était assis avec sa propre équipe juridique, ayant négocié un accord de plaidoyer plus favorable en échange de son témoignage contre Arthur. Camilla était notoirement absente, ayant déjà terminé sa coopération avec les procureurs et étant passée à la vie qui l'attendait après avoir trahi un autre homme qui lui faisait confiance. La déclaration liminaire du procureur a présenté une chronologie de la fraude qui était à couper le souffle par son ampleur et son calcul. Arthur n'avait pas seulement volé de l'argent au cours des 2 dernières années. Il avait systématiquement escroqué des clients, des partenaires commerciaux et des agences gouvernementales pendant plus de 4 ans, essentiellement pendant toute la période où j'avais cru que nous construisions notre vie réussie ensemble. M. Thompson a utilisé sa réputation et ses relations personnelles pour gagner la confiance des clients, puis a délibérément gonflé les coûts des projets, facturé des services inexistants et falsifié les rapports de conformité environnementale, a expliqué le procureur au juge. Il a utilisé des fonds volés pour maintenir un style de vie qui servait de marketing à sa fraude, paraissant assez prospère pour attirer plus de victimes. Notre fête d'anniversaire, nos dîners coûteux, les vêtements de marque et les vacances de luxe que je pensais représenter notre succès professionnel. Tout cela avait été financé par de l'argent volé, utilisé comme accessoire dans la performance élaborée de prospérité d'Arthur. Les déclarations des victimes ont été la partie la plus révélatrice de la procédure. Un couple de personnes âgées qui avaient engagé Arthur pour concevoir leur maison de retraite a parlé de la perte de leurs économies lorsque les violations environnementales de son cabinet les ont forcés à démolir et à reconstruire toute leur structure. Une petite organisation à but non lucratif a décrit comment la facturation gonflée d'Arthur avait presque mis en faillite leur projet de logement abordable. Monsieur Thompson n'a pas seulement volé de l'argent, a expliqué une victime au juge. Il a volé notre confiance dans les relations professionnelles qui sont censées protéger les clients de ce type d'exploitation. Lorsque l'avocat de la défense d'Arthur a pris la parole, il a brossé le portrait d'un homme dépassé par la pression financière et manipulé par une femme plus jeune qui comprenait mieux les affaires que lui. Selon ce récit, Arthur était principalement coupable de faiblesse et de mauvais jugement plutôt que d'intention criminelle. Mon client est tombé sous l'influence de Camilla Walsh, qui l'a convaincu que ces irrégularités financières étaient une pratique courante dans l'industrie, a plaidé l'avocat de la défense. Monsieur Thompson était naïf en matière d'opérations commerciales et a fait confiance à quelqu'un qui a exploité son inexpérience à son propre profit. J'ai failli rire de ce portrait d'Arthur en victime innocente de la manipulation de Camilla. L'homme avec qui j'avais été marié était calculateur et ambitieux, capable d'une pensée stratégique complexe et d'une planification à long terme. L'idée qu'il ait été un participant passif à une activité criminelle contredisait tout ce que je savais de sa personnalité. La révélation la plus choquante est venue lors de la déposition de Camilla, qui a été lue à voix haute dans le cadre des preuves de l'accusation. Dans sa déclaration, elle a décrit comment Arthur l'avait spécifiquement recruté pour le projet de la Morrison Tower, non pas pour son expertise environnementale,
mais parce qu'il avait besoin de quelqu'un de jeune et d'assez ambitieux pour falsifier les rapports de conformité sans poser trop de questions. Monsieur Thomson m'a dit que les réglementations environnementales étaient des obstacles bureaucratiques qui empêchaient une architecture innovante, lisait la déclaration de Camilla. Il a dit que les architectes qui réussissent apprennent à contourner ces limitations de manière créative. Il a présenté les rapports falsifiés comme des pratiques courantes de l'industrie que les entreprises plus anciennes et plus conservatrices étaient trop rigides pour adopter. Selon le témoignage de Camilla, Arthur l'avait séduite professionnellement avant de la poursuivre amoureusement, utilisant leur activité criminelle commune comme une expérience de rapprochement qui l'isolait des potentiels dénonciateurs. Il m'a dit que notre relation, à la fois professionnelle et personnelle, était la preuve que nous étions partenaires dans la construction de quelque chose de révolutionnaire en matière d'architecture durable. La fraude a été présentée comme une innovation, et notre liaison a été présentée comme une extension naturelle de notre collaboration professionnelle. La chronologie fournie par Camilla a montré qu'Arthur avait prévu d'abandonner à la fois son mariage et son entreprise dès le moment où il l'avait embauché. Leur relation n'avait pas évolué naturellement à partir d'une collaboration professionnelle. Elle avait été orchestrée dans le cadre de la stratégie de sortie d'Arthur. M. Thomson m'a informé qu'il prévoyait de divorcer de sa femme une fois notre projet terminé et que nous serions établis sur les marchés européens, poursuivait la déclaration de Camilla. Il a dit que son mariage avait été une nécessité professionnelle pendant les premières années de sa carrière, mais qu'il avait maintenant assez de succès pour privilégier le bonheur personnel au partenariat stratégique. Entendre mon mariage décrit comme un partenariat stratégique qu'Arthur avait dépassé m'a semblé être la dernière pièce d'un puzzle que j'essayais de résoudre depuis plus d'1 an. Je n'avais pas échoué en tant qu'épouse. J'avais simplement rempli mon rôle dans le plan à long terme d'Arthur et j'étais devenu superflu une fois qu'il avait atteint le succès que mon soutien l'avait aidé à construire. Lorsque le juge a condamné Arthur à 8 ans de prison fédérale, je n'ai ressenti ni satisfaction ni justification, juste un profond sentiment de clôture, comme si un livre que j'avais été forcé de lire avait enfin atteint sa conclusion. L'homme que j'avais aimé n'avait jamais vraiment existé. J'avais été marié à une performance, un personnage soigneusement construit, conçu pour atteindre des objectifs spécifiques avant de disparaître dans la suite. L'idée m'est venue 3 mois après la condamnation d'Arthur, lors d'une conversation avec Marcel sur notre prochain 2e anniversaire ensemble. Nous prévoyions un dîner tranquille au restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous officiel, suivi d'une promenade photographique dans les quartiers où notre relation s'était développée. Je veux faire quelque chose qui clôture officiellement le chapitre Arthur, ai-je dit à Marcel alors que nous examinions les réservations de restaurants potentiels. Quelque chose qui transforme la dernière pièce de cette expérience en quelque chose de positif. Marcel a levé les yeux de son ordinateur portable, curieux. À quoi pensais-tu? Un mariage. Le mot flottait dans l'air entre nous, porteur d'un poids que je n'avais pas prévu. Marcel et moi avions parlé de mariage en termes abstraits, comme le font les couples qui construisent quelque chose de solide mais ne se précipitent pas vers les étapes traditionnelles. Mais soudain, l'idée me semblait urgente et nécessaire. Un mariage, a répété lentement Marcel, son expression indéchiffrable. Pas parce que nous avons besoin de prouver quoi que ce soit ou parce que j'essaie de remplacer ce que j'avais avec Arthur, ai-je rapidement précisé. Parce que je veux célébrer ce que nous avons construit ensemble. Parce que je veux inviter tous ceux qui comptent pour nous et leur montrer à quoi ressemble un vrai partenariat. Marcel a fermé son ordinateur portable et m'a accordé toute son attention. Es-tu en train de me demander en mariage, Amélia Rodriguez? J'ai réalisé que c'était exactement ce que je faisais. Je crois que oui. Veux-tu m'épouser, Marcel Santos? Son sourire a commencé lentement, puis s'est étendu sur son visage comme un lever de soleil. Seulement si nous pouvons avoir le genre de mariage qui rendrait Arthur absolument furieux. Quel genre de mariage serait-ce? Authentique, joyeux, complètement axé sur la célébration de nous-mêmes au lieu d'impressionner les autres. Nous avons prévu le mariage pour octobre, exactement 2 ans après la lettre d'Arthur de prison, et un peu plus de 3 ans depuis qu'il m'avait quitté. Le lieu était le jardin sur le toit du musée où Marcel avait exposé ses photographies pour la première fois, le même espace où nous avions eu notre première vraie conversation sur l'art et la résilience. La liste des invités était petite mais significative, nos familles, nos amis proches qui nous avaient soutenus dans nos rétablissements respectifs, nos collègues qui respectaient notre travail, et la communauté que nous avions construite ensemble. Les étudiants en photographie de Marcel, mes clients devenus amis, les baristas du Grain Coffee qui avaient été témoins de l'évolution de notre relation autour de cappuccino matinaux. Au lieu des rôles de mariage traditionnels, nous avons demandé à des amis de contribuer de manière à refléter leur relation avec nous.
Hélène a officié la cérémonie après avoir été ordonnée en ligne. Le docteur Chen a lu un poème sur la guérison et la croissance. Le mentor de Marcel de l'école de photographie a documenté la journée. Ma nouvelle partenaire commerciale a conçu des invitations qui ressemblaient à des cartes postales anciennes de nos voyages. Le matin du mariage, je me suis réveillé dans notre maison. La même maison où Arthur avait fait ses valises et abandonné notre mariage, maintenant transformée en un foyer qui reflétait notre esthétique et nos valeurs communes. Les photographies de Marcel tapissaient le couloir, parsemées d'œuvres d'art que nous avions collectionnées ensemble et de souvenirs de nos aventures partagées. Pas de regret, a demandé Marcel alors que nous prenions un café dans notre cuisine avant de nous rendre à nos lieux de préparation respectifs. Aucun, ai-je dit, le pensant complètement. Le départ d'Arthur a été la meilleure chose qui me soit arrivée, même si je ne le savais pas à l'époque. La cérémonie était tout ce qu'Arthur aurait détesté. Intime au lieu d'impressionnante, axée sur la substance plutôt que sur le spectacle, célébrant une relation construite sur le respect mutuel plutôt que sur un partenariat stratégique. Marcel et moi avons échangé des vœux que nous avions écrits séparément, mais qui se complétaient parfaitement d'une manière ou d'une autre. Amélia m'a appris que guérir ne signifie pas oublier, a dit Marcel, sa voix stable alors qu'il me regardait dans les yeux. Cela signifie intégrer nos expériences dans quelque chose de plus fort et de plus beau que ce qui existait avant. Je promets de continuer à grandir avec toi, de rester curieux de savoir qui tu deviens, et de ne jamais prendre pour acquis le cadeau d'être choisi par quelqu'un qui pourrait être complet sans moi. Mes vœux étaient plus courts mais tout aussi honnêtes. Marcel, tu m'as montré la différence entre être nécessaire et être désiré, entre construire une vie avec quelqu'un et construire une performance pour les autres. Je promets de continuer à te choisir, de soutenir tes rêves sans me perdre en eux, et de me souvenir que les meilleures relations sont entre deux personnes qui se rendent mutuellement plus courageuses. La réception était une célébration de la survie et de la transformation. Au lieu de toast formel, nous avons invité les invités à partager des histoires sur la résilience, la créativité et les secondes chances. Au lieu d'une première danse traditionnelle, Marcel et moi avons circulé ensemble dans la foule, nous arrêtant pour avoir de vraies conversations avec tous ceux qui étaient venus célébrer avec nous. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis retrouvé au bord du jardin sur le toit, regardant l'horizon de Manhattan qui avait été la toile de fond de mon plus grand chagrin d'amour et de ma guérison la plus profonde. Marcel est apparu à côté de moi, desserrant sa cravate après des heures de célébration. Des dernières pensées sur ton jour de mariage, a-t-il demandé. J'ai réfléchi sérieusement à sa question. Il y a 3 ans, j'avais cru que ma vie était finie quand Arthur était parti. J'avais pensé que le bonheur était quelque chose qui vous arrivait plutôt que quelque chose que vous créiez par vos propres choix et votre croissance. Je suis reconnaissante, dis-je finalement, pour tout, même la douleur, car elle m'a appris de quoi j'étais réellement capable de survivre et de construire. Marcel m'a serré contre lui alors que les lumières de la ville scintillaient en contrebas comme des étoiles. À la construction de quelque chose qui dure, a-t-il dit. À la construction de quelque chose de réel, ai-je répondu. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je savais exactement ce que cela signifiait.